Bonjour, ici Guy Gilbert. Bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase. Entre elles, on se rencontre. Entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courir un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est les Minutes NAC et aujourd'hui, je te parle de leurs efforts environnementaux pour protéger notre planète. La crise environnementale a des impacts sur notre terrain de jeu, puis je sais pas pour vous, mais j'ai envie de faire ce sport-là longtemps, puis j'ai envie que mon gars aussi en profite longtemps. Puis si on veut que ça arrive, ben faut prendre action, puis c'est exactement ce que NAC fait, en choisissant des protéines durables, en mettant en place un approvisionnement qui est responsable et en répondant aux plus hauts standards de la certification B Corp. Il y a 2 ans, ils se sont fixés l'objectif d'atteindre 100% d'emballage éco-responsable en 2025 et ce sera fait dans les prochains mois. Pareil pour la carboneutralité qui sera atteinte cette année. C'est des gros efforts qui sont faits pour développer les meilleurs produits de nutrition pour sportifs au monde sans nuire à la planète. C'est pas beau ça? NAC plante aussi un arbre pour chaque commande en ligne. Donc si tu veux planter un arbre et te procurer les meilleurs produits de nutrition au monde, ben va sur le NAC.com et passe ta commande avec le code promo pas sorti du bois ou AF25 Yannick, t'as 15% de rabais, AF25 YANNICK ou le classique PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Je prends une petite minute avant de démarrer l'épisode pour te parler du nouveau site web de Pas sorti du bois. J'ai lancé ça la semaine passée. Ça faisait des années que j'y pensais. Ça fait des mois que j'y travaille. Puis là, ben, c'est enfin en ligne. Il y a des infos sur le podcast. Il y a un blog. Il y a une boutique avec les hoodies qui ont été designés par Jean-Philippe Lebeau. Mais il y a aussi, surtout, le calendrier Trail Québec. En réfléchissant à mon site web, je voulais offrir quelque chose de plus qu'une simple bibliothèque de contenu qui répertorie mes épisodes de podcast. Je voulais une raison d'être au site. Puis c'est là que l'idée du calendrier Trail Québec est arrivée. Il y a différents outils qui existent déjà pour trouver des événements de course à pied, mais aucun qui soit 100% dédié à la trail, dans une interface dynamique, simple d'utilisation, qui te permet d'avoir toutes les infos ultra rapidement. J'ai travaillé avec le concepteur web David Bérou, qui est aussi un membre de la communauté trail, sur différents features pour que ça réponde aux besoins de la communauté et avoir votre réaction depuis le lancement, ben je pense que c'est mission accomplie. Il y a une liste complète des 48 événements trail québécois avec une carte interactive, des fils de recherche qui te permettent de fouiller selon la distance et les affiliations, genre événements membres ITRA, événements membres UTMB Index ou même ceux qui sont sanctionnés par Athlétisme Québec. Tout ça, c'est en phase bêta pour le moment. Ce que ça veut dire phase bêta, c'est qu'on teste l'outil avec le calendrier 2025 qui est déjà en ligne. On récolte les suggestions, les commentaires et les ajouts de la communauté trail, puis on ajuste pour offrir dès la fin de l'été un calendrier Trail Québec 2026 qui est, on l'espère, parfait. Va visiter ça au passortidubois.com ou au calendriertrailquebec.com. Tout ça en un mot, calendriertrailquebec.com. Ça mène tout au même endroit. Si tu as du feedback à me donner, ben écris au passortidubois.podcast@gmail.com. passortidubois.podcast@gmail.com. Je le dis 2 fois plutôt qu'une. Why not? Je termine en remerciant David Hébert pour la conception graphique de l'ensemble du site web. Je l'ai nommé tantôt, mais je remercie encore David Bérou qui a fait une grosse job pour toute la conception web pour répondre à toutes les petites demandes que j'avais que je savais pas si ça pouvait se faire ou ça pouvait pas se faire. Avec David, ça pouvait toujours se faire, il y avait toujours un moyen. Donc, merci aux deux David. Je vous laisse en compagnie d'un pionnier de l'ultra-trail, de l'ultra-endurance, Guy Gilbert. On a vraiment eu une belle discussion. C'est un gars hyper sympathique, vous allez voir. Bon épisode tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 234 de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, j'étais avec un pionnier, j'allais dire de notre sport, mais de plusieurs sports, un pionnier de l'endurance, Guy Gilbert. Bienvenue à Pas sorti du bois. Oui, merci Yannick. Je suis content d'être avec toi. Je tiens à le mentionner parce que ça fait longtemps que je veux te recevoir. Le premier qui m'a parlé de toi, c'est mon bon ami Dominique Gladu, qui a été un gars qui m'a introduit au trail il y a plusieurs années. Puis ensuite, quand j'ai reçu Jean-Philippe Thibodeau, il m'a dit « Faut que tu reçois Guy ».
Je m'étais dit, c'est sûr, je le mets dans ma liste un jour, je vais avoir Guy. Et récemment, Jean-François Tappe, qui est devenu, je pense, un bon ami à toi, du Gaspésia, m'a dit « Hey, faut que tu reçoives Guy Gilbert. » Je dis « Je sais, mais ça me prend quelqu'un qui me met en contact. » Puis là, il m'a dit « Je prends une bière avec demain. » Moi, y en parler. C'est exactement comme ça que c'est arrivé. Jean-François est venu nous rencontrer. Écoute, Yannick, je l'avoue, là, j'aime pas parler de mes trucs. Là, moi, je suis dans la génération des... J'ai fait mon premier marathon, je te dis, là, à l'âge de 17 ans, en 1979. Okay. Là, c'est un autre monde. Là, puis ça fait longtemps que je fais du sport d'endurance. Je suis content de ton introduction quand tu me présentes comme un pionnier. Là. Mais je pense que tous ceux qui ont fait ces sports-là, puis je regardais les raids d'aventure, les courses de 24 heures, 48 heures à tourner autour d'une piste, mais avant que ce soit dans le mainstream, ce qu'on voit en ce moment, on entend beaucoup parler de longue ultra, mais à une autre époque, où tu me disais avant qu'on enregistre que vous alliez courir en trail, mais le trail, c'était pas un sport. On allait courir dans le bois, c'est tout, mais il y avait pas une préparation organisée qui mène à un dossard dans 2 semaines. C'était, on s'en va jouer dans le bois, puis advienne que pourra. Exactement. Tu sais, il y avait des courses sur route d'organiser, mais avec peu de participants, là, à peu près 200 participants par course sur route, avec la participation de 5 à 10 filles là, dans ces années-là. Puis le trail, s'il y avait eu des événements de trail, on les aurait fait, mais ça n'existait pas. Récemment, j'ai parlé avec un ami, mon ami Roger Aymon, un gars du Saguenay, avec qui je faisais de la course à pied. Roger, c'était tout qu'un athlète et aussi un travailleur forestier. Okay. Fait que Roger est un pionnier dans la construction des sentiers pédestres au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis il m'a amené courir avec lui là, un sentier qu'il avait conçu entre l'Anse-Saint-Jean et Rivière-Éternité. Un parcours de 27 km avec un bon dénivelé. Écoute, dans les années, il me parlait des années à peu près 86. On partait, là, Yannick, là, écoute, il n'y avait pas d'équipement spécialisé pour traîner des bouteilles d'eau encore dans ces années-là. On n'avait pas de nourriture de sportifs avec nous. On partait avec des espadrilles de compétition. On appelait ça les racing flats, là, des souliers de route, pas de crampons, mais assez bas pour pas exercer des chevilles. Et puis en short, en maillot, puis rien dans les mains. On partait courir 27 km en trail entre Saint-Jean, Rivière-Éternité. On récupérait une voiture, on revenait sans manger ni boire. C'était un autre monde, c'était d'autres choses, mais on faisait de la trail déjà dans ces années-là. Exact. C'est drôle parce que j'ai récemment écouté, il y a un tout nouveau podcast qui vient de sortir, puis ils ont reçu, pour commencer, Anton Krupicka, qui est une légende, puis on peut dire un pionnier de notre sport. Très jeune, puis il y a une époque où le trail ça existait puis que c'était très organisé, mais il racontait ça en ce moment. On parle beaucoup de la révolution des carbs en ce moment. Les entreprises créent des produits qui ont le plus de carbs possible, qui se digèrent le mieux. Les coureurs, on voit les records de parcours tomber année après année parce que les coureurs élites apprennent à mieux se nourrir, mais même moi j'anticipe que pour le mid-pack, pour le commun des mortels, c'est des taux de DNF qui risquent de descendre si les gens s'y intéressent à la nutrition, parce que 80-90% des abandons, c'est la nutrition. On est là-dedans, on est en train de peaufiner, les produits sortent, on ajuste, on calcule les grammes par heure. Là, on recule en 86 à Rivière-Éternité. Si t'as faim, t'espères trouver une talle de bleuet parce que t'es au Saguenay, puis ça va être ça, là. Ça va être ça. Puis je te dirais, c'est même, tu sais, les boissons énergisantes, là, n'existaient pas non plus. Oui, tu me disais que t'as regardé tantôt en quelle année on commercialisé le Gatorade au Canada. C'était quelle année? En 1986, je crois, là, que ça a été commercialisé au Canada. Donc, nous, on n'avait pas accès à ces produits-là non plus. Alors, c'est ça. Donc, à l'eau claire, tu sais, tout le temps. Puis, on se rappelle même des parcours, les entraînements de marathon sur route. On arrêtait boire à des maisons privées. Cognait aux portes, un petit verre d'eau, on continuait. Puis il y a quoi de beau là-dedans? Dans le sens où je suppose que vous êtes mis dans la merde quelques fois, puis on aura l'occasion d'y revenir, parce que je suis sûr qu'il y a des belles anecdotes. Mais il y a de quoi de beau que il y avait pas de bruit autour. Non. On partait jouer dans le bois, on partait courir avec des amis, puis c'était ça. Pas de montre chrono, rien. Ouais. Par contre, ça amenait à faire quelques erreurs parce qu'on en faisait trop, puis souvent toujours trop vite. Ouais. Il n'y avait pas tant de différence finalement entre les temps qu'on faisait à l'entraînement et les temps qu'on faisait en compétition. Mais bon, c'était dans ces années-là. On avait du plaisir à le faire. Puis, mais tu sais, je te dirais, qu'est-ce qui n'a pas changé par contre entre les années 80 et aujourd'hui, c'est la communauté de coureurs.
C'est tellement des belles personnes, c'est des gens qui sont disciplinés, qui ont des belles valeurs. Ça n'a pas changé, puis c'est pour le mieux, tu sais, du sport. Puis ce qui est intéressant aujourd'hui, bon, ben ce sport-là, c'est démocratisé. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui en encore sur route. Récemment, j'ai vu au demi-marathon des Vies 4000 participants sur un demi-marathon sur route. C'est beaucoup de monde. Énorme. Et puis, je vois les inscriptions dans des courses en trail qui sont toujours complets, là. Ouais. C'est un beau problème. Quand il faut réserver son dossard un an en avance. Parce qu'on peut plus avoir beaucoup de marge de manœuvre puis dire on va prendre mon dossard dans la minute. Non, on peut plus, mais ça vient avec. Puis je suis content de l'entendre de la part de quelqu'un qui a vécu une autre époque de ce sport-là, puis de voir que 2025, encore aujourd'hui, je pense que c'est une communauté qui a grossi, mais il faut qu'il y ait une préservation de ces valeurs-là. Tu sais, c'est important. On parle du respect du sentier, respect de l'environnement dans lequel on s'entraîne. C'est la valeur, je pense, numéro 1. Puis après ça, ben, t'as tout ce qui est l'esprit de collégialité, le fun, le côté, on a autant de fun à planifier la run que de planifier la bière dans le parking après, là. Puis, je te dirais que il y a quand même deux mondes entre les coureurs de route et le coureur de trail. Oui, peut-être qu'il y a moins de bière dans le parking. Le coureur de trail, bière après dans le stationnement, oui. Le coureur de route est un petit peu plus austère comme hygiène de vie. Par contre, c'est les mêmes déterminants de la condition physique. T'sais. On travaille l'endurance autant sur la route que sur l'entrée. Par contre, sur la route, plus d'accent sur le pace. Ouais. On a des paces au kilomètre à respecter, 4 minutes ou 4 minutes et 15. Puis on veut les respecter à chaque kilomètre, qui nous demande une rigueur d'entraînement puis une rigueur en compétition. Par contre, entrée, on n'a pas ce stress du pace. Par contre, on a le stress de courir longtemps, des heures et des heures, monter des côtes après 5 heures, être encore capable de monter des côtes. C'est différent, mais ça demande les deux demandent une discipline extraordinaire. Mm-hmm. Ah oui. Puis c'est le dénominateur commun des deux sports, c'est que c'est cette discipline-là que ça amène. Et puis, tu sais, moi, dans toute ma carrière au travail en santé publique, avoir une vie parallèle qui est le sport, ça m'a aidé. Ah oui. J'ai l'impression que dans les derniers 8 minutes qu'on a commencé à enregistrer, on a encapsulé tout ce qu'on veut jaser aujourd'hui. C'est le genre d'épisode où on peut pas dire « Ok, Guy, raconte-moi tout ce que tu as fait dans le sport » parce que bien que les gens aiment les longs épisodes, on pourrait pas faire 8 heures. Il est déjà tard. Mais je pense que le but, c'est de jaser justement avec cette approche-là de pionnier, ce que tu as vécu, le développement de ce sport-là, mais comment aussi tu as réussi à concilier parce que tu en as fait des affaires, puis on pourrait y revenir. Très multisport. Toujours le dénominateur commun, l'endurance. T'as fait des affaires complètement folles, des raids d'aventure, des courses 24 heures, 48 heures sur piste, du trail, de l'ultra, du vélo. Tu me disais, t'as fait un 24 heures de snowboard. Je pense que c'est de prendre le pas de recul puis d'attaquer un peu tous ces sujets-là par grappe de qu'est-ce qui est intéressant puis pas essayer de chronologiquement tout enfiler parce que ça serait très intéressant, aucun doute là-dessus, mais là, je pense que ça serait un livre audio complet qu'on ferait à soir. On parlait tantôt de nutrition pour sportifs. Ça me permet de faire un lien habile vers la bière. Qu'est-ce que tu bois, Guy? Oui, pour te le rappeler. Ben oui, c'est ça. C'est la Nano IPA de la microbrasserie Noctem, ouais. Puis la bière, c'est la Rigueur Féline. Là, c'est une bière pour les coureurs, 130 calories. Ouais, 2,5% d'alcool. C'est sage, puis il y a même une petite étiquette avec le coureur. Avec un coureur dessus. Fait que moi, je suis allé avec une Cryo Session IPA. Elle s'appelle la Cool Cats and Kitten. Donc, encore là, de nos amis Noctem, qui est le partenaire du podcast. Merci beaucoup d'être là, Guy. Cheers. Santé. Donc, je le disais, on a beaucoup de choses à aborder. J'ai le goût quand même qu'on recommence au début. Tu parlais tantôt de ta carrière en santé publique. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Parce qu'aujourd'hui, tu es retraité. Ça sera peut-être une conclusion. Tu as une vie très active côté retraite. Je pense que tu te tiens bien occupé avec plein de projets, implications sociales. Mais qu'est-ce que tu as fait comme métier dans ta vie? Ben moi, j'ai fait ma formation, une des premières cohortes à faire de la kinésiologie à l'Université de Sherbrooke. J'étais allé à l'Université de Sherbrooke, entre autres, pour être membre de l'équipe d'athlétisme, le vert et or de l'Université de Sherbrooke. J'ai fait ma kinésiologie entre 82 et 1985. Quand j'ai sorti des études, j'ai été travailleur autonome pour les entreprises Guy Gilbert. J'étais le président directeur général, mais je faisais tout, là, tu sais. Mais cette étape-là de ma vie
a fait en sorte que j'ai pu ressortir du lot pour travailler en fonction publique, là, en parapublic pour la santé publique. À l'époque, en Gaspésie, j'ai été engagé en Gaspésie en 1990. 11 belles années à profiter là, du grand air, du plein air de la Gaspésie. C'est un autre monde, c'est gros, tout est majestueux. J'ai appris d'autres disciplines sportives comme le canot de rivière, ces choses-là. Par contre, je me suis fait beaucoup d'amis, entre autres le médecin anesthésiste de la place, Thierry Pétry, qui est un aventurier qui m'a fait découvrir plein de beaux coins de la Gaspésie, tant à la course, en ski, l'hiver. J'ai beaucoup apprécié cette partie-là de ma vie, hein, jusqu'à 2001. 2001, j'ai été transféré pour la capitale nationale, toujours pour la santé publique, jusqu'à ma retraite là en 2017. Tu le disais, tu as fait de l'athlétisme à l'université. Je voyais du 1500 mètres, du 3000 mètres, tu étais un coureur, tu étais déjà un athlète. Est-ce que ces années-là en Gaspésie, c'est là qu'il y a un champ des possibles qui s'est ouvert dans le sens où tu avais clairement un moteur puis une prédisposition puis un talent pour ce sport-là, mais là, on découvre, comme tu disais, des nouvelles disciplines. Est-ce que c'est là que ce champ des possibles-là s'est ouvert? Ah non, bien avant. Bien avant, ouais, la Gaspésie est juste dans un deuxième temps. Déjà dans les années 80, là, au lac Saint-Jean, à Alma, il y avait une épreuve de 24 heures sur route. OK, déjà à ce moment-là. Déjà, j'étais dans la jeune vingtaine encore. Ah ouais. Puis, j'avais participé. Ouais. J'ai déjà fait un 24 heures avec au-dessus de 200 km de course là, en 24 heures. Autour d'une piste? C'était sur un circuit routier au centre-ville d'Alma. Le souvenir que j'ai de ça, cette course-là, c'était vraiment intéressant. C'était dans les débuts des 24 heures sur route. On savait pas vraiment dans quoi qu'on se lançait non plus, là. Tu sais, encore une fois, là, on n'était pas tout bien organisé en termes de nutrition sportive et d'hydratation, mais écoute, on a appris, tu sais, on a démocratisé ce sport-là, puis je te dirais qu'après, il y a eu une coupure de 1990 jusqu'en 2001. OK. J'ai eu mes enfants. J'ai fait des choses avec mes enfants. J'ai quand même resté actif. J'ai quand même fait des courses en Gaspésie, puis j'ai voyagé. Je gardais un classique avec le marathon d'Ottawa chaque année, chaque mois de mai, avec des amis. Entre autres, mon ami Roger, que j'ai parlé tout à l'heure. On se donnait rendez-vous à chaque année au marathon d'Ottawa. Fait que ça me gardait actif quand même. T'avais ça au calendrier, puis après ça, on bâtissait autour. Puis, mais je poussais les enfants, je les tirais, je les amenais partout de ce que je faisais en Gaspésie, mais ils s'en rappellent encore aujourd'hui, là. C'est des beaux souvenirs pour eux, là. Mais je pense que c'est des choses qui sont importantes. Puis, tu sais, des fois, l'autre fois, quelqu'un m'a demandé, puis je dirais pas qui, mais tu sais, pourquoi tu fais tout ça avec ton gars? Pourquoi vous l'amenez voyager? Puis tout, il y a juste 2 ans, ça rappellera pas, mais au contraire, j'ai l'impression que oui, il se rappellera peut-être pas du souvenir exact. Il va peut-être s'en rappeler via des photos, parce que c'est vrai qu'à 2 ans, la mémoire est plus à courte durée, on se rappelle. Mais je pense que ce qu'on implante en ce moment, c'est une graine importante, puis après ça, il fera bien ce qu'il veut, mais si toute sa jeunesse, on l'a trimballé partout, puis qu'à 1 mois et demi, je le dirais pas trop fort, là, juste devant un podcast, mais 1 mois et demi, il était dans la poussette, puis est-ce que la marque de poussette te dit comme âge minimum? Puis moi, j'ai un ostéopathe physio qui a trimballé ses enfants encore plus jeunes que ça, puis qui m'a dit aucun stress, aucun impact, aucun problème, go. Ben on l'a trimballé partout, puis je pense qu'on sème des graines, puis je suis content de t'entendre dire que tu les as trimballés partout, puis qu'ils s'en rappellent, puis que ça a semé des graines. Peu importe la température. Je prenais des précautions, par exemple. Ben tu sais, je couvrais bien. Anecdote que je te coupe, il y a quelques jours, j'étais allé courir avec la poussette dans la pluie, et le nombre de gens qui m'ont regardé les bras dans les airs comme si j'étais le pire des idiots, ça me faisait sourire. Mais je te dis, Yannick, là, mes enfants, là, ils ont grandi en Gaspésie, là. Leur souvenir de beauté, c'est la Gaspésie. Il y a un beau coucher de soleil, là. C'est beau, comme la Gaspésie, tu sais. Quoi de beau dans la nature, les feuilles, les arbres qui, à l'automne, ben c'est beau comme la Gaspésie. Ils ont ce souvenir-là, mais moi, j'ai fait ça avec eux. Ben oui. Ils l'ont appris à la dure, mes enfants, là. Beau temps, mauvais temps, été, l'hiver, dans tous les sports aussi. Ils ont tous pratiqué des sports. Ma fille a suivi mes traces. Beaucoup, Juliane, elle a fait les ultra-trails avec moi, puis elle se débrouille très bien. Mon garçon, plein de talent. Mon garçon Gabriel, beaucoup de talent pour la course à pied, adolescent, mais aucun intérêt pour la course.
Mon fils, il a fait des sports que moi, je connaissais moins. Il a fait du snowboard en compétition, du skateboard, ces trucs-là qui étaient plus sa génération. C'est bien. Finalement, t'es embarqué là-dedans parce que tu disais que t'as fait un 24 heures de snowboard. Mais tout à fait. Tu sais, pour comprendre le sport, je l'ai pratiqué. Ah oui? Puis, je te dis, là, écoute, Yannick, là, sans rien connaître en snowboard, à force de suivre dans les compétitions, que j'ai appris comment des points, là, les notes se donnaient pour les trucs, les figures. J'ai expliqué à mon garçon comment faire après, puis il a réussi à faire des finales à chaque compétition. Par la suite, il fallait juste comprendre comment la mécanique des points Ben oui. Mais tu sais, j'ai fait ça pour mes enfants aussi, puis ça m'a gardé actif. Puis, la beauté dans tout ça, Yannick, en prenant un peu de recul dans la période des enfants, là, je me suis protégé aussi en même temps. Mm-hmm. Ça va prolonger ma carrière de sportif aussi en même temps, puis j'ai l'intention d'en faire encore longtemps. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est une époque, tu disais ces années-là, tes enfants étaient jeunes, il y a tout l'aspect conciliation. Je pense que peu importe qui écoute, qu'il y ait des enfants, pas d'enfants, une grosse job, une petite job, une job à temps partiel, les études, la conciliation de notre sport, de notre intensité, notre amour pour notre sport, faut qu'il y vienne avec d'autres choses. C'est rare qu'on a la pleine liberté de mettre 100% de nos efforts là-dessus, mais la conciliation travail, famille, projet, travail, vie personnelle, tout ça ensemble, c'est complexe. Toi, comment tu l'as vécu à cette époque-là? Qu'est-ce que t'en retiens? Ben moi, tout à fait, là. C'est le plus important. Là, le plus important, c'est la famille. Hein. Moi, dans mes années où les enfants étaient jeunes, je me levais à 5 heures du matin. J'allais faire, un exemple, un 25-30 km de course. Je revenais à la maison avant 8 heures le matin. Les enfants commençaient à bouger. Puis je disais à ma conjointe, Marlène, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ouais. La journée est à nous, puis on faisait des choses ensemble. Puis j'ai jamais mis en... Puis j'ai toujours utilisé des fenêtres d'opportunité qui dérangeaient moins la famille à l'époque. Tu sais, c'est ce qu'il faut pour trouver. faire garder mon... J'ai 10 minutes calibre, bien sûr, mais quand même, là, tu sais, j'ai pu concilier quand même mon sport, le travail, la famille. Puis des fois, c'était drôle parce que j'allais en compétition avec des amis. Puis là, les conjointes de mes amis disaient « Ah, ils sont entraînés, ils n'ont pas vu des fins de semaine, t'es allé à l'entraînement. » Puis ma conjointe me regardait en me disant « Guy, t'es-tu entraîné, toi? » Oui, mais tu sais, il y a des moments où ça dérangeait moins la famille, puis j'ai pu faire ma carrière de cette façon-là. Mais c'est vrai que t'as un deuil à faire sur la performance, c'est sûr, mais entre choisir d'aller courir un 5 à 6 heures un samedi dans la journée, puis mes enfants, ben je vais prioriser mes enfants. Oui, puis après ça, on apprend à optimiser chaque minute. Puis moi, j'obtiens une certaine satisfaction quand je trouve des genres de situations win-win. Je me rappelle quand, dans les premiers mois de mon gars, tu sais, quand le petit fait sa sieste dans ta poussette, que t'es en train de pousser en courant, puis que ta blonde a un moment pour elle, ça, c'était genre le moment parfait, parce que moi, je fais ce que j'aime, mon sport. Mon gars dormait mieux dans la poussette qu'à certains moments où, tu sais, on le sait, les tout petits, c'est difficile le sommeil à peu importe où. Dans la poussette, il dormait comme une bûche, et ma blonde avait un moment pour elle. Parce qu'on s'entend au début, quand t'es à la maison, c'est 24/7, t'es toujours collé sur ton bébé. Ben là, c'était une optimisation parfaite. Après ça, je vis cette satisfaction-là de l'optimisation avec le transport actif. Tu me disais que pendant des années, tu t'es rendu au travail à vélo. Ça, c'est des kilomètres gratuits. C'est rendu que je fais beaucoup de télétravail, puis que mon commute, je le fais de la garderie à ici, parce que j'aime tellement ce côté-là de 15 minutes d'auto ou 30 minutes de course. Le choix est extrêmement facile, beau temps, mauvais temps. On vient de gagner du temps dans ma tête parce que tu viens de combiner deux choses. Tu sais, c'est le genre d'affaires qui me satisfont vraiment beaucoup quand je réussis à tout plugger ça. Les déplacements actifs, c'est ce qui a fait dans ma carrière d'ultramarathonien, là, de pouvoir accumuler là, du temps d'entraînement qui me coûtait moins cher. Comme tu viens de l'expliquer, là, c'est exactement le bon calcul à faire. C'est entre 1 heure de déplacement à pied, puis 30 minutes en voiture, ben ton heure de déplacement, d'entraînement, t'a coûté 30 minutes là, de temps. Là, tu sais, c'est la beauté du déplacement actif. Puis, ce kilométrage-là était bon quand même. Ça comptait. Parce que je me rappelle de ces années où je le faisais systématique pour aller au travail. J'étais en excellente condition physique. Ben, c'est du temps sur les jambes, même si c'est pas le meilleur pace, parce que des fois, le sac, il ajoute un certain poids. En même temps, moi, quand 5 à 10 sorties par semaine, c'est du
déplacement actif avec le sac, avec le portable, le linge de la journée. Ta petite veste d'hydratation le samedi avec 2 gourdes de 500 ml, soudainement, est très légère. Fait que, encore là, c'est quelque chose qui contribue à la pratique de notre sport. Puis, il n'y a rien de plus satisfaisant que de dépasser une ligne de char arrêtée parce que ils sont tout pognés, parce qu'il y a eu un accident quelconque. Et là, toi, tu fly. C'est une petite victoire de la vie. Je l'ai fait systématiquement, moi, en vélo, de 2001 jusqu'en 2006 pendant 5 ans. Puis, après, j'ai eu plus d'épreuves d'ultramarathon qui se présentaient dans les années 2007 jusqu'en 2011. Alors, je m'organisais avec ma conjointe, je partais avec mon sac à dos, comme tu viens d'expliquer, avec mon linge de la journée, puis un petit lunch dans mon sac à dos. Je courais 17,7 km pour me rendre au travail le matin. Puis ma conjointe me récupérait en fin de journée pour revenir à la maison. Mais la beauté dans tout ça, c'est que j'avais fait des distances qui m'amenaient dans mon sport, qui était un sport d'endurance, sans déranger toute la vie familiale en fin de journée, tu sais, comme ça occasionne les enfants qui arrivent. Rentrer un 17 km à travers la routine familiale et travail, ça se fera pas sans conséquence. Alors que là, si c'est ton commute, ça se fait naturellement. Puis, tu sais, j'étais matinal, faut se lever tôt, mais on s'habitue à ça. Puis, j'arrivais au bureau, les gens au travail croyaient pas que j'avais déjà 17 km de course avant de commencer ma journée, mais j'étais bien là-dedans. J'étais jeune aussi, là, j'étais bien. Puis ça, je le recommande. C'est vraiment Puis, en plus, ça fait partie maintenant là, des déplacements durables, là, maintenant. Oui, l'auto, c'est une belle invention, les voitures, j'y crois aussi, mais c'est d'autres façons de se déplacer. On peut se déplacer à vélo, à pied, transport en commun. Ouais. Puis il y a toujours des solutions qui sont possibles, des combinaisons. Si votre travail est loin de, tu sais, moi en ce moment, d'ici au travail, ça se fait quand même bien, mais l'aller-retour sur une journée de 20 kilos, ça se rentre pas tout le temps. Par contre, la garderie est à mi-chemin, fait que moi, je laisse mon auto à la garderie quand je vais au travail. Fait que je fais cet aller-retour-là. Quand je suis en télétravail, je le fais. Mais je me rappelle d'une époque, je sais pas si c'est bien de donner le conseil, mais il y avait un parc-au-bus du RTC où les gens peuvent aller se stationner. Fait que des fois, j'allais au travail en transport en commun, en autobus. D'autres fois, je laissais ma voiture dans le parc-au-bus puis je courais jusqu'au travail. Je sais pas si c'est une bonne recommandation. Je travaille au RTC, fait que je demanderai à mes collègues si c'est une recommandation qui a de l'allure aussi. Je m'auto-nuis. Mais je l'ai pas fait si souvent, mais je me disais, en ce moment, partir de chez nous aller au travail, c'est 15 kilos. Une journée de 30, mais une fois de temps en temps, si justement je pars du parc-au-bus puis je fais une portion, on gagne du temps. Puis il y a toujours moyen de tricoter quelque chose puis d'arranger quelque chose. T'as été, je le disais, un pionnier. T'as vu ce sport-là se développer de quelque chose qui était pas un sport du tout. C'était des amis qui font de l'athlétisme qui se retrouvent pour aller jouer dans le bois à aujourd'hui un sport organisé, un sport qui est en excellente santé, qui s'est développé à une vitesse grand V. On est rendu avec 35-40 événements au Québec, des dizaines de milliers de pratiquants de ce sport-là. T'as vu cette évolution-là. Comment tu perçois cette expansion-là du sport, cette prise, je sais pas comment le dire, cette montée en puissance de ce sport-là? Ben, moi, je me réjouis de voir la participation, l'augmentation de coureurs, autant chez les hommes que mais surtout la participation des filles là, dans les différentes épreuves. Aussi, je suis impressionné par la compétence des coureurs en trail, dans les organisations de trail, parce que on entend rarement parler des accidents graves en course de trail. Pourtant, il y a émergence. Il y a c'est vrai que les organisateurs sont bien organisés, ont des bons systèmes de sécurité, puis il y a aucune place pour l'improvisation, mais il reste quand même que les participants qui se présentent sur la ligne de départ sont prêts. Sont bien documentés, sont prêts à affronter l'adversité. Contrairement à des courses sur route, la course en trail peut amener aussi des traumatismes, des chutes, se couper le genou sur une roche, peu importe. Puis ça demande des compétences parce qu'il faut que tu sois capable de composer avec toutes ces problématiques-là. Moi, au Gaspésia 100, au 100 000 avec Jean-François, on débute le premier kilomètre dans l'eau, tu sais, le long à marée haute. Je me suis ouvert le genou une année dans le premier kilomètre. T'es parti pour 100 000. Longue journée. Là, tu viens de générer du mal
en partant, là, tu sais, autre chose que de la fatigue, là, tu sais. Fait que faut être prêt à ça aussi. Puis c'est ça la beauté des coureurs de trail aujourd'hui, c'est que les gens sont très compétents. Puis ça, je pense que c'est important de le mentionner. C'est pas un sport qui s'improvise. Faut avoir fait nos classes, se documenter un petit peu, prendre ton initiative de podcast aussi amène beaucoup d'informations aux coureurs aussi. Ça fait que ça permet aux gens d'avoir plus d'informations concernant les différentes courses au Québec, entre autres, là. Puis les différents trucs des coureurs. Ouais. Récemment, on a enregistré un podcast, un panel avec 4 finisseurs du 100 000 de Gaspésia, puis on y reviendra. T'es quelqu'un qui a un attachement particulier avec la Gaspésie, on ne sait pourquoi, mais le Gaspésia aussi. Je veux pas mentir, mais je crois que tu es une des seules personnes qui va avoir participé aux 10 premières éditions. Je sais pas s'il y en a beaucoup, à part toi et Jeff Tapp qui l'organisent, qui cette année vont à faire leur 10e Gaspésia. Puis c'est ce qui était le fun de cette discussion-là, c'est que il y a un partage de connaissances, puis les erreurs des uns peuvent servir aux autres, puis des fois on les entend les erreurs des autres, puis on les refait nous-mêmes, puis c'est correct, faut les faire nous-mêmes des fois nos propres erreurs, mais d'entendre ce que les gens disent, puis maintenant on peut pas dire qu'on peut pas être informé. Il y a des podcasts, il y en a plusieurs, il y a des livres, il y a des sites web, il y a une multitude de plateformes en anglais, en français, à la langue que tu veux. Donc c'est bien de se lancer là-dedans avec une naïveté puis une passion profonde de la forêt, de la nature, du mouvement, mais pour se lancer sur des défis qui deviennent un peu plus longs, des défis qui sont montagneux, en zone plus reculée, d'avoir une certaine préparation, c'est bon. C'est sûr que toi, tu avais le background des raids d'aventure. On pourrait y revenir. Je pense que c'est une école exceptionnelle pour après ça, juste, entre guillemets, courir dans le bois. Oh oui, c'est sûr que l'époque des raids d'aventure, Yannick, ça nous a amené l'inconfort. Ouais. C'est là qu'on a appris à être inconfortable dans le sport. On courait là, dans des sentiers non balisés. En s'orientant avec une carte et une boussole, là, tu sais, le GPS n'était pas autorisé dans ces années-là. On devait s'orienter la carte et boussole. On marchait dans le bois brut, là. Dans le bois brut. Des étapes en été, des étapes de vélo, des étapes de course, des étapes en kayak, canot, peu importe, là, mais tu sais, il faut que tu transportes ton équipement. Il y a un raid en particulier que j'ai fait en 2003, qui est le raid du Catac entre Charlevoix. C'est un raid international, toutefois, mais cette année-là, c'était organisé entre Charlevoix et Saguenay. C'était une course de 125 heures en plein hiver, en plein mois de janvier. Attends, laisse-moi faire les calculs. 125 heures, c'est... Une semaine, 5 jours. C'est 5 jours. 5 jours. Oui. On a dormi à peu moins de 8 heures en 5 jours, en hiver, à traîner tout notre stock. Composé avec une moyenne de température de moins 33 cette année-là. Ça n'a aucun sens. Oui. Donc, là, je disais que c'est bien que les gens soient compétents dans le sport, mais là, on a manqué de compétences parce qu'on n'était pas bien préparé à un froid aussi intense. Et l'eau gelait. On ne pouvait pas garder d'eau sur nous. L'eau gelait. La peau du visage flottait au vent, des engelures aux pieds. Tout, là, tu sais, on a tout eu dans cette course-là. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on était quand même des gens en bonne condition physique, bien habillés, avec le bon équipement, puis on s'est donné des consignes. Puis l'option d'arrêter n'était pas une. Il fallait toujours avancer. Fait que là, toujours avancer. Moi, je me rappelle d'avoir demandé à Simon, un de mes coéquipiers, de remonter mes zips en dessous de ma veste Gore-Tex en pensant qu'il était ouvert. Puis il me dit non, tout est bien zippé. Mais je sentais le vent me flatter les côtes. Le vent, il traversait, là. Le vent traversait. C'est pour te dire que c'était impressionnant. Ça, je te dirais, c'est peut-être un des top 3 des événements que j'ai fait dans ma carrière qui m'a marqué. Qui est marquant. Oui. Fait que c'était 125 heures. On sait les raids d'aventure, j'en ai parlé avec plusieurs invités pour ceux qui en ont fait. On parlait de Jean-François Tapp, Jean Fortier, ces pionniers-là de notre sport viennent de ce monde-là du raid d'aventure et plusieurs autres. Il y en a encore. Mais je pense que la forme change beaucoup d'un événement à l'autre. Un ultra-trail, c'est plus souvent qu'autrement de la course d'un point A à un point B en cercle, en boucle ou en linéaire. Dans ce cas-ci, ce 125 heures-là, est-ce que c'était multisport? C'était quoi qu'est-ce que vous traversiez comme portion en 125 heures? Les premières étapes, en vélo, okay. en plein mois de janvier, dans des côtes de Charlevoix, là, en plus, là, avec notre sac à dos, là, avec tout notre équipement d'escalade, les cordes, puis tous les harnais, là, il fallait transporter notre équipement au complet.
Après, on avait des étapes de ski, de raquettes. Puis pour terminer, puis entre autres de descendre en rappel dans le secteur de Rivière-Éternité. Puis pour terminer, ça c'était pour le spectacle, là, en traîneau à chien pour se rendre au Mont-Grand-Fond. Okay. Mais tu sais, on devient tellement bouleversé, Yannick, en 125 heures de sport, avec peu de sommeil. La dernière étape, on a super bien réussi parce que sur 25 équipes internationales, nous, les Québécois, on devait pas être dans les premières équipes, mais à chaque point de contrôle, on prenait des places, on augmentait, puis on dépassait des équipes internationales qui gagnaient leur vie à faire ce sport-là. On avançait. Mais on se ramasse, nous, là, dans les deux équipes qui ont rencontré les cut-offs pour faire le parcours extrême. Une boucle extrême qui était plus... Fait que là, on se ramasse dans le top 2. Mais là, fatigué. Mais il faut la faire. À la dernière étape, on a perdu nos cartes. On a oublié nos cartes dans un refuge, parce il y avait des petits refuges, entre autres. On arrêtait là, se manger, se réchauffer un petit peu, puis on partait, puis on avait oublié nos cartes de la dernière étape dans le refuge. Puis on a été capable de s'orienter avec les traces de l'équipe suédoise qui était devant nous, parce qu'on s'est dit, il n'y a personne qui a passé ici, là. Ça fait qu'il y avait une trace de ski, puis on a dit, on va aller par là. Mais ça aurait pu mal tourner, tu sais. Ben, moindrement qu'il y a un peu de neige qui tombe, puis d'un vent, puis ces traces-là n'existent plus. Oui, pour te dire, mais tu sais, ça a été bon pour nous. On a réussi, on s'est rendu au Mont-Grand-Fond avec une meilleure performance nord-américaine, puis de deuxième international. C'était une première pour des Québécois. Ouais. Puis, mais tu sais, encore une fois, j'expliquais, tu sais, on est arrivé avec plein de blessures, hein, le pied gelé, le visage gelé, tout, là. Puis Denise, qui était une des filles, ça prenait une fille avec 3 gars, là, une fille sur 4. Elle a jamais pu refaire de sport pratiquement après ça, là. On a vraiment là, fatigué Denise avec cette épreuve-là. Mais je te dirais qu'elle a été la meilleure de toutes les équipes. Mm-hmm. Tu sais, c'est parce que tu sais, on l'a protégée, mais il est venu un moment dans la semaine que c'est elle qui a pris le leadership, là. Ah ouais. Puis là, on disait, OK, les gars, là, vous voulez pas arrêter, là, mais on va avancer, là. On va avancer, là. C'est incroyable les souvenirs que ça amène, puis comme de la façon que ça bouleverse, Yannick. On a fini cette semaine-là de sport, on rencontre nos familles, puis complètement déconnecté, là. Puis savoir quelle heure qu'il est, pas savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité, oublier des noms, rencontre des gens un peu confus, tu sais, ça bouleverse. Ouais. C'est bouleversant, mais encore une fois, ben tu sais, ça fait partie, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de mes top 3 de mes réalisations, mais j'ai eu quand même des préjudices sur ma santé suite à cet événement-là, puis je crois pas qu'il faut s'amener là. Faut pas aller là. Je pense que le sport, faut que ça reste sain. Il y a rien, il y a pas une gloire, il y a pas un succès qui vaut une blessure grave ou bien perdre un membre. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce que tu peux ou tu veux nous raconter? Ben, c'est qu'arrive, je suis arrivé le pied gauche complètement gelé. Okay. J'ai dû consulter en médecine un premier chirurgien qui se demandait si on devait pas amputer le petit orteil qui était nécrosé. Puis il a consulté un collègue pour se double-checker. Puis ils ont convenu de laisser aller. On remercie le deuxième médecin. Oui, ça a pris 6 mois. Là, 6 mois sans être capable d'une chaussée, là, avoir une bottine spéciale là, pour pendant 6 mois de temps. Mais finalement, j'ai sauvé mon pied. C'est sûr que la petite orteil est momifiée. Là. Elle est pas vivante. Faut que je fasse attention au froid l'hiver pour pas l'endommager plus. Mais il reste que c'est des choses qui est arrivées qui n'étaient pas planifiées, tu sais, qui n'étaient pas planifiées, mais c'est pas des choses que je recommande à des sportifs. Cette fois-là, t'es allé trop loin. Ouais, je suis allé trop loin, en effet.
T'en as fait beaucoup, que ce soit des raids, des défis d'endurance, puis on l'entend souvent, l'histoire de « OK, ça c'est ma course A cette année, je vais tout donner, quitte à la finir sur les rotules. » On l'entend, cette expression-là. Des fois, je pense qu'il faut peut-être prendre le petit pas de recul ou la hauteur nécessaire pour voir le big picture, comme on dit, de voir l'ensemble de l'œuvre, puis de se dire, est-ce que ça vaut la peine? Parce que ce que j'entends, c'est que cette fois-là, ça n'a pas valu la peine. Non, moi je pense qu'il faut que ça reste sain. Mm-hmm. Des fois, la ligne est très, très, très mince entre ça bascule dans le drame ou ça reste sain, tu sais. Mm-hmm. Mais cette ligne-là, faut la respecter. Ouais. Je pense qu'il faut pas aller dans le drame. Faut pas aller là. C'est un sport qui nous pousse dans nos plus profonds retranchements. C'est un sport qui nous pousse à la limite, puis des fois on entend souvent repousser ses limites, dépasser ses limites. Je pense qu'une expression, c'est galvauder, c'est correct, mais des fois, pensons-y, repousser les limites, je comprends. Tu sais, ma limite en ce moment, c'est ça, mais si je continue de me dédier à ce sport-là, je peux amener cette limite-là plus loin parce que je grandis dans ce sport-là. Dépasser les limites, peut-être pas nécessaire. Tu sais, c'est ce sport-là, comme tu dis, on veut le pratiquer longtemps. Je connais personne qui fait du trail en se disant, moi, je me donne 2 ans pour me torcher, puis après ça, je prends ça cool. Non, on veut le faire longtemps. T'en as un exemple, ou encore aujourd'hui, à 63 ans, tu le pratiques, ce sport-là, puis je me rappelle pas qui m'avait déjà demandé, c'est qui ton héros dans le sport, en s'attendant à ce que j'y réponde à un Kylian Jornet, puis j'avais dit, mon bon ami Richard Turgeon. Pas parce que Richard fait des performances à la Kylian, mais Kylian, peut-être qu'il fera encore ce sport-là à 60 ans, mais pour l'instant, on le sait pas. Richard, oui. Puis Richard, et dans la durée. Ça fait longtemps qu'il fait ces sports-là, puis c'est ça que je trouve beau. Moi, je veux faire ce sport-là dans 30 ans, tu sais. Fait que si on pense à cette perspective-là, peut-être que de continuer avec un rein qui a lâché ou un estomac qui collabore pas, tu sais, ça vaut peut-être pas la peine. Non, ça vaut pas la peine. Je confirme, Yannick. Puis, tu sais, moi, j'en ai vécu là l'adversité là dans le sport. J'en ai tellement fait là. Je dirais qu'il y a eu plus d'adversité que de succès même là. Ouais. C'est comme ça qu'on se bâtit aussi, qu'on devient un vieux loup là. Tu sais, on prend de l'expérience là-dedans. Mais l'objectif, c'est d'être en santé. Tu sais, on fait du sport pour être en santé. Ben oui. Donc, puis moi, je souhaite être encore capable de courir à 80 ans, là, tu sais, dans 20 ans, je veux courir encore, je veux en faire. Fait que je dois modifier un petit peu mes modèles d'entraînement aujourd'hui, là, tu sais. À mon âge, à 60 ans, là, selon la littérature, on doit plus récupérer. Mm-hmm. Donc, par le fait même diminuer les entraînements d'endurance. On n'a pas besoin d'en faire autant là, en endurance parce qu'on a quand même ça d'acquis là, à mon âge. Là, tu sais. Puis avec le background que tu as aussi, avoir fait ça pendant autant d'années, il y a une expérience qui reste là, entraînement ou pas. Là. Exact, pas générer trop de fatigue non plus. Quand même, toujours garder l'intensité. Mm-hmm. Je garde encore des entraînements là, 1 fois ou 2 par semaine d'intervalle, mais à mon niveau, tu sais, encore là, j'ai des blessures qui datent, qui sont jamais loin, là, tu sais, fait que c'est un peu l'effet du baromètre. Je fais attention, j'équilibre mes temps d'intervalle en fonction de ce que mon corps est capable de me donner, mais ça, tu sais, ça me garde quand même bien affûté. Puis la troisième chose importante, c'est une alimentation quand même qui est assez riche en protéines, parce qu'on a passé 60 ans, on a une perte de masse musculaire importante. Mm-hmm. Donc, on doit bien s'alimenter. Je mets ça en pratique. Je mets ça en pratique à mon âge, puis je continue à documenter. C'est sûr que dans la littérature, tu sais, qu'on questionne le sport et l'activité physique après 60 ans, ben ça va nous répondre, il n'y a pas d'âge pour faire d'activité physique, mais c'est pas nécessairement ça que moi je veux documenter, je veux savoir la performance passé 60 ans. Ça, c'est un peu moins documenté, mais les 3 points importants, là, tu sais, diminuer l'endurance, le temps, plus conserver l'intensité, puis une meilleure alimentation riche en protéines, ben ça, c'est ce qui revient dans la littérature et je l'applique. Les facteurs de succès. Oui. C'est intéressant l'histoire des protéines parce que dans le sport d'endurance, on focus beaucoup sur les glucides, dans la récupération, dans la pratique du sport, mais dans ce cas-ci, je trouve ça très pertinent de l'entendre. Fait que tu es ton propre petit laboratoire, tu testes des choses, tu lis la littérature, là-dessus, ça t'intéresse? Ben, je te dis, écoute, Yannick, c'est un peu ma formation aussi. Ouais. C'est tout le sport que j'ai fait avant les années 82, avant que je débute ma formation en kinésiologie. On l'a fait un peu en essai-erreur. Ouais. On était un peu ignorant dans ce sport-là, on le découvrait.
à la fin de mon bac en 1985, ben c'est là qu'a commencé à avoir des entraînements plus structurés. Tu sais, j'ai plus structuré aussi mes amis en même temps. Puis là, on a commencé à comprendre un peu la science de l'entraînement avec les périodisations, puis l'intervalle, l'endurance. Puis là, ça a essayé de courir trop vite, là. Tu sais, on a pu se donner des moments où on pouvait récupérer un entraînement. C'est sûr que les performances, elles sont améliorées par la suite, tu sais. C'est certain. Plus reposer, je suppose, aux courses A, aux événements, au moment où on veut piquer. Faut pas être la langue à terre déjà, là. Puis, depuis ce temps-là, depuis 1985, j'ai tout le temps eu cette curiosité. Quand je pratique un sport, je le documente. J'essaie de comprendre le sport que je vais faire. Pour te dire, on a parlé tout à l'heure, le snowboard. J'ai appris ce sport-là pour en faire avec mon fils, mais ça m'a amené quand même à faire du snowboard à un bon niveau, puis à comprendre le jeu aussi. Puis, mais tu sais, j'ai toujours lu ce qui se faisait dans le sport, apprendre un peu sur les nouvelles tendances aussi. Ça m'a beaucoup aidé dans ma progression, puis dans mon avancement dans les différentes disciplines également. Tu sais, écoute, j'ai fait sur un coup de tête le triathlon Ironman à Tremblant en 2000, si je me trompe pas, en 2015, sur un coup de tête. J'avais fait du triathlon distance olympique, ça s'appelait pas de même dans le temps, mais dans les années 80 avec Pierre Lavoie. Pierre, on était au Saguenay les deux, on faisait du triathlon. Mais l'Ironman, c'est pas une distance qui m'attirait parce que je suis pas un excellent nageur. Puis tu sais, je me disais, c'est de l'acharnement, tu sais, c'est beaucoup 3,8 km en natation. Mais il y a des gens qui me demandaient, me questionnaient, as-tu fait des Ironman dans ta vie? Ben j'ai dit non, mais j'ai fait plein de trucs. Qui demandent beaucoup, là, des 48 heures de course, des 24 heures à vélo, et puis je me suis dit, bon, ben je vais le faire l'Ironman. C'est comme le baromètre des gens qui ne pratiquent pas nos sports d'une manière intense. On dirait que le marathon pour la course puis le Ironman pour l'endurance en général, c'est les choses qui sont connues du grand public, de ceux qui connaissent rien à la course. Fait que c'est dur d'expliquer. Non, j'ai pas fait ça, mais j'ai fait 125 heures de raid avant. Ah, OK. Mais t'as-tu fait un Ironman? J'ai fait, bon, c'est ça, exact. Mais pour te dire, Yannick, c'est l'entraînement qui est difficile pour l'Ironman. Parce que c'est un entraînement que je dirais entre guillemets un peu égoïste, parce que tu t'entraînes 3 sports, puis t'as une femme à la maison, puis t'as des enfants à la maison, puis tu nages, tu pédales, tu cours, c'est beaucoup, là. Transport actif, c'est plus difficile pour la nage. Ouais, fait que, tu sais, cette année-là, j'ai fait beaucoup, ben, je voulais le réaliser, puis j'étais pas nécessairement favorable à l'étiquette Ironman aussi. Je trouvais que c'était très commercial. Ouais. Je trouvais que c'était un gros truc commercial. Par contre, une fois rendu dans l'organisation, comme participant, je me suis réconcilié. J'ai trouvé que M. Ironman, quand même, c'était bien rodé. Ouais. C'était professionnel. Puis, heureusement, avec son équipe de bénévoles, ça a fait en sorte que ça devient un événement une fois que l'entraînement réalisé, une fois rendu sur place. C'est plus facile qu'un ultra-trail, là. Okay. Parce que c'est 3 sports. Ouais. T'es parti, dans mon cas, j'étais parti 12 heures, mais tu sais, c'est 12 heures en 3 sports, fait que tu changes un peu le mal de place. Contrairement à l'ultra-trail, là, tu cours entre 15, 24, 30 heures de course, mais c'est toujours l'impact sur les jambes. Ça fait mal. Là. Ouais, on change pas le mal de place. Exact. On peut essayer, mais ça passe pas. Exact. Ah ouais, fait que toi, selon ton expérience l'Ironman, la préparation est beaucoup plus difficile que l'ultra-trail dans le sens où ça vient chambouler un horaire puis ça prend une place qui est quand même très importante. Mais rendu sur place quand l'entraînement est fait, ça se fait. Ça se fait. Entre guillemets, plutôt bien. Ça se fait, oui. Oui. Intéressant. Avant de passer à ma prochaine question, Guy, on va se prendre une petite pause pour un message d'un partenaire puis on se parle de l'autre côté. OK. Québec Mégatrail approche, puis l'édition 2025 promet d'être vraiment, vraiment spéciale. Je pourrais commencer ce nouveau partenariat-là en te vantant la beauté des parcours, puis en piquant ta curiosité en te parlant de la difficulté de la Mestachibo, mais ce serait de tourner le fer dans la plaie parce qu'il n'y en a plus de dossard pour l'édition 2025. Ben non! Je m'adresse à celles et ceux qui ont déjà leur dossard ou qui vont participer comme bénévoles, comme crew, comme pacer ou même comme spectateurs.
Si t'as pas encore trouvé où t'allais dormir puis que la banquette arrière de ta Civic te tente pas, ben sache qu'il reste encore de la place pour le camping du QMT, mais niaise pas, déjà la moitié des spots ont trouvé preneur. Faut réserver avant le 29 juin, puis si j'étais toi, j'attendrais pas. Toutes les infos se trouvent sur le site web du QMT au ultratrailcanada.com dans la section hébergement. Je rappelle que le Québec Mégatrail va faire vibrer Charlevoix et la Côte-de-Beaupré pour une 13e édition du 3 au 6 juillet prochain. Pour toutes les infos, ça se passe sur le ultratrailcanada.com. Guy, pendant la pause, tu me montrais que dans ton sac, tu as amené quelques petits souvenirs, quelques artefacts, j'ose dire, sans t'insulter, j'espère. Il y avait une photo de ce raid d'aventure-là dans Charlevoix que tu me partageais. Mais il y avait aussi une petite plaque. 2009, le champion canadien, ou pas champion canadien, mais l'athlète de l'année de l'Association des ultramarathoniens du Québec, les ultramarathons du Canada, pardon. Ouais, je vais recommencer ça, Canada. C'est n'importe quoi. Ouais, au Canada. Donc, en 2009, tu avais une plaque d'athlète de l'année de l'Association canadienne de l'ultramarathon. On parle ici d'ultramarathon sur route. Je l'ai dit en intro, tu as fait des 24, des 48 heures. Mon feeling de ce que j'ai entendu de ce qui s'est fait, c'est qu'au Québec, il y a eu une époque où l'ultramarathon sur route avait une certaine popularité. Il y avait des gens qui y participaient. Tu as fait beaucoup de 24 heures, 48 heures. Comment s'est présentée cette opportunité-là la première fois que tu as vu ça, une course de 24 heures? Go, je m'inscris. Ben, j'ai expliqué un petit peu plus tôt dans l'entrevue. J'en avais quand même fait à la fin des années 80, Ouais. début 90 à Alma, là, les épreuves de 24 heures, mais j'étais très longtemps sans en refaire. J'ai vu passer dans l'actualité là, les championnats canadiens qui se déroulaient à Ottawa. Puis, je connaissais un peu la capacité que j'avais là, de courir 200 km et plus. Puis, aussi les chances que j'avais d'aller chercher des standards canadiens pour faire partie de l'équipe canadienne. Okay. Pour aller représenter le Canada au championnat du monde puis au championnat du Commonwealth. Donc, je me suis préparé pour ces épreuves-là. En 2007, j'ai le souvenir qu'il y avait eu un événement de 24 heures comme ça organisé par un monsieur Gouin à Drummondville, qui avait attiré quand même beaucoup de participation. J'avais été refaire mes marques à cette épreuve-là pour enfin arriver en 2008 à Ottawa au championnat canadien de 24 heures pour terminer le deuxième canadien avec 208 km qui me donnait ma passe pour les championnats du monde de 2009 puis le Commonwealth. Qui était où? En 2009, c'était en Italie. Okay. Le 2 et 3 mai, ça se déroulait en Italie en 2009. Au mois de mai, début mai en Italie, c'est comme le mois de juillet ici au Québec. Okay. Fait qu'on connaît un peu nos hivers. Je m'entraînais encore au lac Beauport, dans la neige, puis dans le froid, un peu dans l'humidité, pour arriver dans une journée de 30 degrés Celsius, en plein championnat du monde, crinqué, là, tu sais. Le goût de bien représenter le Canada. Et puis, j'expliquais tout à l'heure qu'il faut respecter la ligne est mince, là. Tu sais, des fois, ça bascule entre le drame puis ça reste sain. Je me suis complètement déshydraté à cette course-là. Là, j'ai trop concentré sur la performance, sur la distance, parce que tu sais, un 24 heures, c'est contre la distance. Tout le monde a 24 heures pour faire le plus de distance possible. Trop concentré, puis je me suis complètement déshydraté. Et puis le médecin de la course m'a arrêté. Le médecin en championnat du monde, c'est le médecin de dernier mot. Il m'a arrêté parce que ça aurait pu basculer dans le drame. Fait que ça, j'avais pas de remords, mais j'ai appris de cette erreur-là que j'ai fait, là, le manquer de prudence, là, avec la chaleur. Il a fallu que je lève le pied, puis je me dis, regarde, on va faire moins de distance aujourd'hui. Je suis pas prêt à cette température-là, mais regarde, j'étais en championnat du monde aussi, là, tu sais, j'étais là pour ça. Mais ça m'a amené à bien gérer le reste de ma saison pour arriver au mois de septembre au championnat du Commonwealth, où j'ai réussi un top 10, là, 8e overall à travers, là, c'est pas tous les pays étaient représentés, mais quand même, ça s'est relevé avec une des meilleures performances à l'époque de 218 km en 24 heures. Wow. J'étais très fier de ça, là. J'étais vraiment content. Puis ça, je te dirais que c'est un autre de mes top 3 de réalisation de sportifs que j'apprécie. Puis ces performances-là, autant mon classement championnat canadien, plus le championnat du monde, plus la meilleure performance canadienne au Commonwealth, un top 10,
m'a fait gagner cette année-là le Méritas, l'ultramarathon de l'année au Canada. J'étais le premier Québécois à avoir cette mention-là. J'étais content. Ben, oui. C'est rare que je me vante de mes réalisations, mais celle-là, à l'époque, j'étais très, très, très content de ça. Tu sais, on dit qu'on est des pionniers dans le sport, ben garde, j'ai ouvert ça, puis je pense qu'il y a d'autres Québécois qui ont réussi à avoir ce titre-là par après moi. Puis je suis très content de ça aussi. Ma marque de 218 km a été battue par après, mais c'est parfait, tu sais, ça sert à ça. Ben oui. Puis moi, tu sais, je l'ai fait quand même dans des années où l'ultramarathon n'était pas tant connu que ça. Des principes d'entraînement, puis tout n'était pas si connu que ça. Je te dirais, Yannick, j'avais la chance de travailler avec Guy Thibault, un physiologiste de l'exercice. Guy a écrit le livre là, Entraînement cardio que bien des gens ont consulté. Là. Puis Guy me préparait des entraînements très, très, très précis. Il appelait ça des entraînements complexes pour m'amener au championnat du Commonwealth. Et puis, un de ces entraînements qu'il m'avait fait spécialement, puis on le retrouve dans son livre aujourd'hui, il me faisait faire 30 minutes de continu à basse intensité, 30 minutes intensité plus élevée, à peu près 75% de ma fréquence cardiaque, 15 minutes plus tranquillement, un autre 15 minutes élevé, 10, 10, 5, 5. J'avais un bloc de 2 heures, OK? Oh. Je le répétais 3 fois. Oh. Wow. Ça fait que j'étais parti 6 heures à faire cette... Mais c'était une méthode d'entraînement quand même qui a un peu révolutionné l'ultramarathon parce que ça m'a amené en compétition là, puis être prêt à réaliser une performance. Écoute, j'étais pour mon groupe d'âge à peu près à 6 km de battre le record canadien. Okay. Sur 24 heures, ça peut paraître beaucoup, 6 km, mais sur 24 heures, j'aurais pu. Ben oui. C'est juste que je l'avais pas dans la tête. Okay. J'ai pas pensé que j'avais pu aller chercher le record. Sur la fin de parcours, j'avais terriblement mal au ventre. Je me suis protégé, j'ai levé le pied. Puis je te dirais que ces méthodes d'entraînement-là, les entraînements que mon ami Guy m'avait conçus pour m'amener à cette épreuve-là aussi, a fait que j'ai bien performé. Mais je pense que c'était une époque, corrige-moi si je me trompe, où il y avait beaucoup moins de science sur l'entraînement, il y avait beaucoup moins de méthodes de préparation. Si je fais un parallèle avec l'ultra trail pur, c'était les époques où des Anton Krupicka, des Geoff Rose, des Scott Jurek à ces années-là faisaient du 200 miles par semaine de moyenne, puis qui faisaient 200 miles la semaine de leur course, tu sais. Puis on était volume pour volume, peu importe l'intensité, puis ce qu'on voit maintenant, puis ce que j'entends dans ce que tu viens de parler, c'est d'aller chercher plus de qualité. Il y a de la quantité dans 6 heures de sortie comme ça, mais c'était pas un 6 heures pout pour faire du volume. Il y avait une réflexion derrière, il y avait une variation de fréquence cardiaque, puis on crée de la qualité à travers tout ça. Hein. C'était pas un 6 heures systématique, c'était dans une planification mensuelle aussi, là. Puis il se plaçait là, j'organisais mon horaire en fonction que j'avais à ce moment-là cet entraînement-là à faire pour pas que ça dérange le reste de ma vie non plus. Ben là. Ouais. Mais ça m'a bien servi. Puis je te dirais ces années-là, il y avait quand même plusieurs événements de 100 km sur route. Ouais. Il y avait quand même une clientèle pour ça. Mais je pense que l'événement d'Ultra Trail a drainé aussi cette clientèle-là plus dans les sentiers. Ouais. C'est devenu marginal, la clientèle pour courir des ultramarathons sur route. Mm-hmm. Puis je sais même plus, Yannick, s'il existe encore des compétitions dans les environs. Très peu, tu sais, je pense qu'il y a eu une époque où c'était beaucoup plus populaire que celle-là, je dirais pas très populaire, mais tu sais, je me rappelle la première fois que j'ai reçu Stephanie Simpson au podcast, elle venait de remporter le championnat canadien de Backyard Ultra qui était à ses débuts à cette époque-là. Puis c'était une ultramarathonienne qui venait vraiment de l'ultramarathon sur route. Elle avait fait des événements, je pense, aux États-Unis, en Ontario, où c'était justement des ultramarathons, c'était pas des ultra-trails, puis on a vu Stéphanie basculer plus vers l'ultra-trail, faire des Cocodona 250, faire des épreuves typiquement trail, mais je pense qu'elle est très solide dans des environnements plus roulants, donc qui se rapproche peut-être plus de l'ultramarathon sur asphalte, sur piste. Mais tu sais, cette année, elle a fait le Badwater 135, qui était pas mal l'ultramarathon qui est pas en sentier le plus connu au monde.
Mais des événements purs, un 100 km route, un 24 heures, je n'ai pas entendu ou peu entendu parler. J'ai mon feeling à t'écouter, puis on en parlait à la pause. Je pense que le backyard ultra qui est différent, mais peut-être il est peut-être venu un peu chercher cette clientèle-là qui fait de l'ultramarathon, fait de la très longue distance, de l'endurance, mais à plus haute intensité, sur asphalte ou sur un terrain plus dur. C'est différent, c'est pas en continu, mais presque. T'en as fait des backyards. Tu vois-tu un parallèle entre ces deux types d'épreuves-là? Je te dirais que dans les épreuves de 24 heures, tu gères tes pauses. Mm-hmm. OK? Si tu as besoin de te changer, manger, tu peux prendre plus que 10 minutes. Là. Tu peux prendre un 15 minutes, prendre le temps de te mettre au sec, manger, puis repartir. C'est un 15 minutes que tu n'es pas sur le parcours, mais quand même qui te permet d'arriver plus frais. La difficulté avec le backyard, tout dépendant, ton 6,4 km ou 6,7 km, si tu le fais proche de l'heure, t'as pas beaucoup de temps pour t'alimenter ou te changer. Ou si tu le fais, exemple, en 40 minutes, ben, t'as un 20 minutes d'arrêt, mais c'est pas tant profitable que ça, toujours arrêter 20 minutes puis repartir par la suite. Là, ça amène un niveau de difficulté. Moi, de l'année, je l'ai fait au Nouveau-Brunswick il y a quelques années avec notre ami Charles. Oui. Castonguay. Charles, t'as la même épreuve que moi cette année-là. C'est ce que j'ai trouvé difficile dans le backyard, c'est de m'arrêter. Puis de repartir, puis... Je pense que c'est là l'attrait puis le développement à vitesse grand V de ce sport-là. C'est, oui, la performance, mais c'est toute la stratégie derrière. Parce qu'il y a plein d'approches. Il y a celle de faire des boucles extrêmement rapides pour récupérer beaucoup, mais comme tu dis, s'arrêter 20 minutes chaque heure, tu as le temps de te refroidir. Il y a d'autres qui vont faire plusieurs boucles hyper lentement pour faire ça en 55-56, enchaîner des grosses heures, mais à très basse intensité, vont s'en squeezer une à 38 minutes puis avoir une longue pause. Mais je pense que c'est tout ça qui est intéressant, qui a ouvert un champ des possibles. Quand cette patente-là est arrivée, le monde sont OK, il y a de quoi qui se passe là, puis il y a une stratégie complexe derrière versus l'ultra trail où il y en a une aussi, mais tu pars d'un point A, tu vas un point B, puis le plus vite tu le fais, le mieux c'est quand tu veux un côté compétitif. Là, la backyard, il y a autre chose qui embarque. Puis je te dirais que le backyard, la beauté, c'est la communauté. Ouais. C'est que t'as une boucle, tu te crois, tu vois tout le monde tout le temps, il n'y a pas de question de vitesse, ça t'appartient à la vitesse parce que le dernier de la boucle peut être le premier à la fin, là, tu sais, ça fait que ça n'a pas d'importance. Ouais. Puis tu te retrouves au point de contrôle, tout le monde, on se regarde dans les yeux, on sourit, on se parle. Avec Charles, on jouait un petit jeu de poche qu'il y avait, on tirait les poches avant de repartir faire notre 6.7. Ouais. Ça a amené des choses, ça fait c'est un autre monde aussi. Ouais. Ça a sa popularité, puis il y aura d'autres choses qui viendront remplacer ça. C'est des tendances. Exact. Oui. Puis il y a du bon dans tout là, tu sais, c'est l'important là-dedans, c'est que ça reste sain. Ouais. Faut que ça reste sain là-dedans. Puis moi j'ai toujours souhaité que les gens font aussi ces trucs-là sans être stimulés, là, tu sais, sans utiliser des produits qui pourraient augmenter de la performance. Mm-hmm. Moi, j'ai fait ma carrière à l'eau claire. Ouais. Tu sais, avant que le Gatorade soit inventé, ça n'existait pas. Ça fait que je buvais de l'eau. Puis là, tu sais, il y a tellement de trucs sur le marché, puis des trucs qui peuvent stimuler la performance. À un moment donné, c'est ce que je crains, moi, dans ces sports-là, où les limites sont très, très repoussées, là. Ça peut... Puis c'est plate, mais il y a de l'argent en jeu. Il y a de l'argent maintenant en train. De l'argent, c'est ça. Fait que j'ai peur qu'il y a des gens... il y a de l'argent, il y a des motivations... différentes, disons. Ouais, j'ai peur que les gens basculent dans ces produits-là qui sont malsains pour la santé. Puis parce que moi, tu sais, j'ai fait carrière en santé publique, pas au curatif, mais au préventif. Moi, j'ai fait la promotion de l'activité physique pour la santé, tu sais. Parallèlement, moi, je faisais de la compétition, je faisais de l'entraînement, mais il reste quand même que toute ma vie, là, au-dessus de 30 ans de ma vie, j'ai fait la promotion de l'activité physique et des saines habitudes de vie, tu sais. Exact. Fait que je souhaite que des gens restent fidèles à ces grands principes larges là, puis qu'on fait du sport pour les bonnes raisons. Ouais. Je pense que les grandes organisations internationales
ont un contrôle du dopage qui est beaucoup plus grand que dans les dernières années. Peut-être que ça s'inspire du monde olympique, du monde de la course sur route, mais je sais que maintenant les grandes épreuves ont ça. Mais c'est ça, il y a toujours le risque du moment qu'il y a de l'argent, puis des commanditaires, puis des partenaires, puis c'est ça. Faut qu'il y ait un suivi serré, puis il faut que les conséquences soient graves. Il y a eu des cas récemment aussi d'erreurs, parce que c'est pas parfait non plus le testing. Donc c'est complexe, mais je suis 100% d'accord. Tu sais, on fait ce sport-là pour le être en mouvement dans la nature. Tu sais, si notre pratique du sport nous amène à miner ces choses-là, la santé, le bien-être et notre nature, faut se poser des questions. Exact. Fait que tu sais, moi, j'étais un peu mon profil de sportif aussi, là, tu sais, là-dedans, ben moi, j'ai du respect pour tout le monde, là, tu sais, jusqu'à preuve du contraire, bien sûr, là, mais le sport m'a beaucoup apporté, ouais. Tu sais, pendant la semaine, je réfléchissais à des choses, puis tu sais, je me dis que des fois, quand ça allait mal au travail, j'allais courir, là. Ouais. Puis je réglais mes affaires, tu sais. Ma première maison que j'ai achetée avec ma conjointe en Gaspésie, je suis parti courir. J'allais vérifier le secteur, j'ai revenu de la course, puis j'ai dit on l'achète. Ouais. On l'achète, tu sais. C'est curieux, mais tu sais, de la course m'a amené, moi, à des réflexions, à des choses. Ça fait que je veux pas dénaturer ça pour moi. Ouais. C'est trop une partie de c'était ma meilleure amie. Ouais. La course à pied, là, c'était ma meilleure amie. J'avais un petit don dans ma vie, des choses à régler, des choses qui allaient pas bien, j'allais courir. Je revenais bien après, on passait à d'autres choses, je réglais mes trucs comme ça, puis je souhaite, tu sais, que les gens gardent ça sain, ouais. Ce sport-là aussi. C'est clair. Ben, j'entends ce que tu dis, tu sais, calibrer ses émotions, mais des fois que je dis, tu sais, quand il y a une situation qui te frustre, puis tu dis, pourquoi ça me frustre cette situation-là? Je peux me poser la question tant que je veux. Je vais aller courir, puis tout va se replacer. Exact. Tu sais, puis comme tu le disais tantôt, le travail aussi. Mais des fois, je pars courir avec un problème de job. Il y a de quoi qui se passe, il y a une situation, comment je m'en sors. Assis devant mon ordi, entre quatre murs puis un plafond, je trouverai pas la solution là. Tu sais, on la trouve ailleurs. Tantôt, t'as dit top 3 des plus belles expériences. T'as parlé d'une course de 24 heures. T'as parlé de votre raid d'aventure dans Charlevoix. Est-ce que tu as la troisième réponse sous la main? Mais je te dirais, ça date peut-être des années 85 au marathon de la francophonie. OK. Un marathon là que j'avais pas cédulé dans mes priorités d'entraînement. Là, j'étais sur une période d'entraînement. J'étais invité quand même à la course parmi plusieurs Québécois, puis il y avait des Mexicains, des gens beaucoup d'Européens à cette course-là aussi. Puis je me suis levé ce matin de la course-là sans stress, sans tu sais, j'étais invité, oui, j'étais content d'être là, mais j'avais pas fait rien de spécial pour performer ce jour-là. Je te dis, Yannick, j'arrive dans les premiers kilomètres de la course, puis je regardais mes temps de passage, j'ai dit je suis trop vite. Je suis trop rapide. Ça fait que là, j'ai levé le pied. Ben, j'ai été capable de garder le pace pendant le 42 km pour finir avec une de mes meilleures performances en 2h44. Wow. Qui m'a donné dans les top 4 des Québécois, top 12 parmi toute la francophonie. Une journée où je m'attendais pas. Journée parfaite. Ouais. Ça fait que ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça aussi, parce que on se met beaucoup de pression de performance. Mm-hmm. Puis des fois, ça peut être décevant, tu sais. Ouais. Puis c'est là qu'il est important de comprendre que le processus, c'est beaucoup plus important que le jour J, tu sais, parce que c'est pas garanti qu'au jour J qu'on performe. Mais moi, j'ai compris cette journée-là, qui fait partie de mes top 3 de mes réalisations, parce que j'ai fini la course en santé, j'étais fort, j'ai pas été en détresse, j'ai été en contrôle toute la course. Puis c'était pas une course que j'avais planifiée, là, tu sais. Il n'y avait pas une anticipation. Exact. Il n'y avait pas un build-up. Ça fait que c'est peut-être la clé. Exact. C'est peut-être la clé. C'est peut-être la clé parce que l'année suivante, je me suis dit, écoute, j'ai fait 2,44 easy, là. Ouais. Fait que j'ai parti sur un pace de 2,40 et moins pour terminer en 2,48
cassé, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, pour te dire, tu sais, il y a rien. Ouais. Tu sais, c'est spécial. Fait que moi, j'ai tendance à dire qu'à partir de cette expérience-là, j'essayais de faire comprendre à mes amis d'enlever la pression. Ouais. Enlevez-vous la pression. Arrête, tu sais, faut pas téléguider les performances 2 semaines, 3 semaines à l'avance. Ouais. Là. Tu dis, moi, je veux courir un marathon en 2,40. Non, garde ça pour toi. Attends. Ouais. Une fois qu'il est fait, là, c'est correct. Tu te dis, j'ai fait 2,40, mais faut pas se mettre trop de pression. Je pense que ça nous brûle un petit peu. Puis les journées, le jour J, là, c'est jamais parfait, Yannick. Tu sais, il peut faire froid, il peut faire chaud. Ouais. Tu peux être plus fatigué. Plein de facteurs qui s'expliquent pas non plus, des sensations. Cette journée-là, c'est des bonnes, mais des fois, tu te dis, exact. des fois, tu pars faire ta run, puis tu te dis, mais aujourd'hui, je traîne un piano, on dirait. Je pèse 100 livres de plus. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Fait que c'est pour ça que j'expliquais à mes amis coureurs, les gens que je côtoie, qu'il faut mettre plus l'accent sur le processus, tout le plan d'entraînement que tu as suivi pendant l'année, les fins de semaine que tu as côtoyé des amis à faire des entraînements. Ça compte, toutes ces choses-là. Toute la satisfaction que tu as eue à faire ton sport aussi, là. C'est important, ça se calcule. Puis si ça va bien le jour J, tant mieux. Bravo. Mais ça peut moins bien aller, mais c'est pas grave. Mais le jour J peut motiver tout un processus qui va être le fun du début à la fin. Pardon. Mais comme tu dis, le jour J, tu peux pas mettre tous tes œufs dans ce panier-là. Exact. La performance peut pas être à la hauteur. L'objectif, quel qu'il soit, peut ne pas être atteint, mais tu peux être fier d'avoir tout fait ce qui est avant. Puis moi, j'ai entendu souvent, puis je l'ai répété aussi souvent, que la victoire, c'est pas la ligne d'arrivée, c'est la ligne de départ. Après ça, ce qui se passe, c'est une seule journée. Tout à fait. T'as pas de contrôle sur tout. Mais de t'être rendu à la ligne de départ puis de te dire, je pense que je suis prêt. Tu sais, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai coché les cases, j'ai fait mes devoirs, peu importe c'est quoi la préparation, mais je suis à la ligne de départ puis je suis fier après ça, ce qui se passera, c'est une journée, comme tu dis. Mais le 6 mois avant, il est beaucoup plus important. J'aime beaucoup ce que j'entends. Ouais. On parle beaucoup de ce qui va bien. J'ai le goût de te poser une question. T'as sûrement fait des apprentissages à la dure. Tu le disais, c'est une époque où les méthodes d'entraînement t'as peut-être pas aussi éprouvées, puis il y a peut-être pas autant de littérature. Même aujourd'hui, le monde se pète la gueule, même avec tout ce qu'on sait. Y a-tu des apprentissages que t'as fait comme ça, à la dure, qui ont nourri ta pratique du sport, puis qui ont peut-être influencé les gens autour de toi qui t'en ont parlé? Ben, tu sais, je le disais en honte tout à l'heure, tu sais, on a commencé à courir juste avec des amis d'athlétisme à l'époque. On courait, on avait fait notre athlétisme scolaire. Puis après, on était au cégep de Chicoutimi, l'équipe de cross-country. Puis on accède quand même nos entraînements sur l'endurance. Puis notre prof de conditionnement physique à l'époque nous inscrit au marathon de Montréal. On a 17 ans, là, tu sais, à l'âge de 17 ans. Bon, ce professeur-là est adepte du jeûne. Donc, nous incite à prendre notre dernier repas la veille de la course. On se lève, on a 17-18 ans. On se lève le matin à jeun. On s'enligne sur la ligne de départ d'un marathon. Puis on s'entend à 17-18 ans, le premier demi-marathon là, facile. Là, on était au-dessus de nos affaires, puis on était même un peu trop rapide, mais on trouvait ça facile. On est arrivé au 30e, parce que j'étais avec mon ami Roger, justement, en fringale. Mais dans le temps, il n'y avait pas rien aux tables des stations, c'était de l'eau. Il n'y avait rien là, à part de l'eau dans des stations. Fait qu'on s'est arrêté à une tente médicale parce qu'il y avait du 7-Up. On s'est assis sur la chaîne de trottoir c'est le souvenir que j'ai avec une canne de 7-Up, les deux, à boire ça pour partir finir notre marathon. Mais tu sais, c'est là qu'on a appris qu'à l'âge que nous avions à l'époque, il faut manger, il faut manger. Mais tu sais, on savait pas, c'était de l'inconnu, puis nos entraîneurs étaient pas tout documentés par rapport à ça. Puis les autres erreurs qu'on faisait, c'est qu'on en faisait beaucoup trop. Ouais. Beaucoup trop d'entraînement, pas bien dosé, le dosage était pas là du tout. La différence entre nos temps qu'on faisait à l'entraînement et en compétition, il y avait peut-être presque la même chose. Donc, qui est pas bon signe. Trop vite tout le temps, tu sais. La zone 1, ça n'existait pas. Non, on n'était pas... Non. Alors qu'on sait que maintenant, c'est la majorité du temps de la semaine d'entraînement devrait être passé dans cette zone-là. Puis, mais à l'époque, vous le saviez pas. Puis, mais c'est sûr que t'arrives cassé déjà, ou t'arrives hypothéqué, disons, à ton jour J. Là. Exact.
Ouais. Ça peut pas bien se passer. Là. Puis, autre chose qu'on a appris aussi, tout le phénomène des blessures sportives, c'était moins bien documenté aussi. Ouais. Donc, lorsqu'on avait des bobos, la compréhension de la blessure, c'était pas toujours clair non plus. Fait qu'on s'entraînait blessé, là. Moi, j'ai eu la chance, peut-être à cause de mon patron de course ou mon poids, d'être pas beaucoup, dans la carrière que j'ai fait quand même, en faire beaucoup comme j'ai fait, là, pas tant blessé que ça. Ouais. J'ai eu des traumatismes, je parlais tout à l'heure des engelures, d'autres trucs, là, mais... des blessures d'usure. Ouais, mais tu sais, des blessures de tendinite, puis des trucs... j'étais chanceux dans ma carrière, j'en ai eu, oui, mais moins que d'autres. Puis moi, dans ma cohorte de coureurs, on n'est plus beaucoup en faire aujourd'hui, là. Il y en a beaucoup qui ont été obligés de cesser la course à pied parce que leur corps ne permet plus de le faire. Ouais. Non, c'est un sport qui est difficile pour le corps, il faut en prendre soin. Fait que c'est de la beauté aujourd'hui, c'est que là, avec la clinique du coureur, tout ce qui est la blessure sportive, c'est connu maintenant, on peut se prendre prise en charge plus rapidement. Puis tu sais, l'autre truc qu'on n'avait pas dans nos années, c'était l'équipement. Ouais. L'équipement n'était pas arrivé encore. On n'avait pas de montre chrono. On n'avait pas les équipements à traîner de l'eau, pas de veste d'hydratation. On partait là, avec rien là, dans nos poches là. T'sais. Puis on recommanderait pas ça maintenant aujourd'hui à partir 3 heures en trail, les mains vides. C'est un risque. C'est un risque. Immense. Ouais, oui, c'est un risque là. Puis, mais tu sais. On a ouvert la voie. On a agi comme pionnier dans ce sport-là. La beauté là-dedans, c'est qu'on se parle des amis de l'époque, puis on trouve ça drôle. On a encore du plaisir à se conter de nos histoires, mais c'est sûr qu'on a fait des choses dangereuses par ignorance. Ben, c'est ça. Mais il fallait tracer la voie, puis tout le monde vous en remercie. Je suis content de savoir au moins que maintenant, tu peux continuer à courir. Contrairement, tu sais, c'est plate. Il y a des gens qui se sont poussés à un point de pouvoir courir, mais c'est ça, il y avait pas d'encadrement, puis comme on le disait tantôt, on veut faire ce sport-là longtemps, fait qu'il faut prendre les moyens. Ça. Je dirais, Yannick, la différence, j'ai jamais été le meilleur. J'étais bon, tu sais, mais jamais été le meilleur. Puis je pense que ça m'a bien servi, ça. Ouais. Fait que j'ai jamais poussé tant la machine pour m'amener à un stade où que du non-retour, tu sais. Ouais. J'ai eu des accidents, j'ai eu des opérations au genou 2 fois. Ça, c'est même pas pour la course, là, c'est un traumatisme, mais il reste que le temps que j'ai soigné ce genou-là, j'ai été capable de revenir par après à la course à pied, puis reprendre la course, puis c'est ça que je trouve, tu sais, la beauté dans ma carrière, c'est que j'ai jamais perdu de vue la course à pied longtemps. Tu parlais tantôt de la pression qu'on peut se mettre entre cette époque-là, les années 80-90, puis même tu parlais de 2009-2010, tes championnats du monde, tes championnats du Commonwealth. Il y avait la pression qu'on peut se mettre et ne pas se mettre, puis il y avait toute cette gestion-là d'anticipation, mais il y avait un facteur qui existe aujourd'hui qu'il n'y avait pas à l'époque, les réseaux sociaux. Comment tu le vois, cette équation-là qui prend beaucoup de place, cette équation-là, cette patente-là qui prend beaucoup de place dans notre sport? Parce que ça a sa beauté. On suit des courses à l'autre bout du monde, au bout de notre téléphone pour savoir à nos Québécois comment ça se passe. On connecte avec des gens. Pas sorti du bois n'existerait pas sans les médias sociaux. Il y a plein de bienfaits, mais c'est un facteur immense de pression pour certaines personnes. Ouais, moi, je trouve qu'il y a du bon, puis du moins bon dans les réseaux sociaux, dans le sens que contrairement à mes années à moi, on réalisait des performances, puis c'était éphémère, le lendemain matin, c'était fini, puis on passait à d'autres choses, tu sais. Avoir eu accès à du Facebook, au moins, on aurait pu faire spinner un peu la nouvelle, puis avoir un peu plus de gloire, mais tu sais, ça n'existait pas. Mais ce que je trouve, l'aspect négatif des réseaux sociaux, c'est de se servir des réseaux sociaux, d'un événement X, un ultra ou un truc, pour publier, tu sais, dans les réseaux sociaux pour faire spinner tes trucs lorsque c'est contre nature, tu sais. Moi, je pense pas que c'est une bonne idée de s'engager dans des ultramarathons ou des épreuves là quand même très exigeantes parce que tu veux publier sur les réseaux sociaux. Ouais.
tu publies sur les réseaux sociaux si tu as bien réussi, tu es content, puis tu veux le faire connaître à tes amis, c'est parfait, puis ça sert à ça, puis c'est ça la beauté des réseaux sociaux, mais pas au point de t'enregistrer dans une épreuve pour nourrir tes réseaux sociaux. C'est un stress trop important. Ouais. Puis moi, je trouve que c'est contre nature aussi. Ou consciemment ou inconsciemment de se mettre cette pression-là d'aller plus loin, tu sais. Puis je pense qu'il y a un petit changement de paradigme dans le trail, puis c'est une bonne chose que il y a pas si longtemps, quelqu'un complétait son premier UTHC 28 puis se faisait demander « Fais-tu le 42 l'an prochain? » Puis que ce soit une pression externe ou même via les médias sociaux « Hey, t'as fait 28, la prochaine étape c'est le 42. » Comme si la prochaine étape c'était plus... Peut-être que la prochaine étape c'est la même chose, mais plus vite. Peut-être la prochaine étape, c'est de le refaire. Peut-être la prochaine étape, c'est... Tu sais, cette pression-là est pas nécessaire, puis il faut que, collectivement, on fasse attention aux gens, tu sais, parce que c'est pas une fin en soi. On n'est pas obligé de faire 100 000. C'est peut-être même mieux de pas le faire. Oui, puis tu sais, ça m'amène... Tu sais, moi, j'ai des amis qui s'entraînaient pour un Ironman. Puis souvent, il suivait son plan d'entraînement à la lettre, là. Puis là, il me disait, Guy, il faut que j'aille courir. Mm-hmm. Mais là, je disais, pourquoi il faut? Ouais. Ben, c'est parce que c'est ça au plan, mais j'ai dit, faut dire, je vais courir parce que j'aime ça, tu sais. Ouais. Ça tente-tu? L'obligation, là, c'est là que ça devient dangereux, je trouve. Ouais. C'est parce que, tu sais, il y a toujours le principe, il y en a de bien assimiler l'entraînement. Ouais. Si à un moment donné, c'est toujours, il faut que je m'entraîne, mais au lieu de bien assimiler, tu creuses ta tombe, là, tu sais, puis ça peut être dangereux, ça, là, ça peut t'amener dans une zone très néfaste pour ta santé, là, puis avoir même au niveau psychologique des séquelles de ça. Ouais. Donc, moi, j'avais bien récupéré mon ami à l'époque pour lui dire, ben non, j'y vais parce que j'aime ça, j'y vais parce que j'ai le goût de le faire, tu sais. Ouais. Moi, souvent, là, tu sais, je parlais encore cette semaine avec Pierre Lavoie, puis tu sais, je disais, Pierre, on a fait du sport là, dans notre vie, là, tu sais. Pierre était un bon complice aussi avec moi dans les années 80, dans les courses de 10 km, des demi-marathons, dans les triathlons. Puis, mais j'ai dit, tu sais, Pierre, j'ai dit, on a tout fait de ces sports-là parce que on aimait ça. Ouais. C'est par l'amour, là, tu sais. Je pense que ça devient le premier critère. Faut aimer ça, puis c'est quand on aime, là, tu sais. Faut pas le faire parce qu'il faut le faire, ou faut... Des fois, on perd les objectifs de vie, puis c'est correct, mais c'est bon de se recentrer, puis des fois, c'est une conversation, c'est un podcast qu'on écoute, puis qu'on entend Guy Gilbert dire ça, puis ça peut juste amener je vais me questionner. En ce moment, je le fais-tu par amour de ce sport-là, de cette activité-là, ou je le fais parce que je t'inscris, puis ça me met une pression d'être prêt pour tel jour J, parce que chacun trouve ses façons de se motiver, puis ça peut être motivant de te prendre un dossard, d'avoir un peu peur quand tu fais j'achète, tu pèses sur le bouton, puis ok, bon, là, faut le faire. Mais ça peut être un trillant, puis ça peut être le fun, cette anticipation-là, puis ce petit stress-là que ça te crée, mais il faut que ça le fasse pour les bonnes raisons. Oui, ben tout à fait. Tu sais, le fait de s'inscrire à un événement, c'est sain, là, c'est correct, parce que c'est ta motivation de l'année. Ouais. Puis, idéalement, inscris-toi pas toute seule, inscris-toi avec un ami. Parce que, tu sais, la journée où t'as pas le goût de sortir pour aller faire ton activité physique, ben, si ton ami t'appelle, on y va-tu aujourd'hui? Ben, OK, on va y aller, puis on va sortir, tu sais, on va aller faire... fait que ça reste sain, tu sais, c'est tous des bons principes, mais tu sais, si on génère une blessure, si on génère un stress supplémentaire par rapport à une inscription, ben, on peut le laisser faire, on peut dire, ben, on va sauter un tour. Ouais. On va le faire une autre année, on va s'inscrire à un autre événement. C'est comme tu dis, c'est pas une fin en soi, on gagne pas notre vie, il faut aller travailler à tous les jours quand même, il faut éduquer nos enfants. Fait que moi je pense que j'ai fait mes premières courses à l'âge de mon premier marathon à 17 ans, à part des courses en athlétisme, mais la première course sur route à l'âge de 15 ans, un 15 km. OK? Puis j'ai jamais arrêté après ça, là, tu sais, j'ai jamais arrêté, tu sais, par amour, par passion. Par amour, tu sais. C'est un podcast de trail, Guy, puis on a jasé de plein d'affaires qui sont toutes directement reliées au trail, à la pratique de l'ultra-trail, l'ultramarathon, mais on n'a pas tant parlé de trail, t'en as fait
beaucoup. J'ai goût qu'on conclue sur le Gaspésia. Je le disais tantôt, ça va être le 10e anniversaire cette année de l'Ultra Trail Gaspésia 100. Et t'es un des rares qui a participé à chacune des éditions. Tu y seras aussi cette année pour ta 10e. Qu'est-ce qui te fait revenir chaque année à Percé pour le Gaspésia? Ben, c'est un attachement. Je disais tout à l'heure que j'ai commencé ma carrière en Gaspésie en 1990 pour la santé publique. Mes enfants sont nés en Gaspésie, donc c'est des Gaspésiens. Donc, j'avais cet attachement-là de retourner à chaque été en Gaspésie. Quand Jean-François a organisé le Gaspésia 100, ben là, j'ai dit, c'est sûr que je vais être là, je veux y participer. Première année, ben c'est sûr que son premier 100 000, j'ai été parmi les rares qui l'ont terminé, mais c'est une année un peu spéciale parce que Jean-François avait l'idée de faire un parcours continu de 160 km, là, tu sais. Il devait avoir des milliers de flags pour baliser son parcours, puis il en avait reçu 100. Donc, il fallait essayer de se retrouver à travers des pistes puis des indications, puis tout le monde s'est perdu, là, à un moment donné. Ça fait que la course était un peu... comment je pourrais expliquer ça, dénaturé par le fait qu'il y a personne qui a fait le vrai parcours, qui a fait la bonne distance. Puis en plus, Jean-François, cette année-là, s'est fait saboter son parcours, une partie du parcours. C'est vrai. C'était arrivé aussi, donc on avait dû couper à des endroits. Mais quand même, on avait couru au-dessus de 24 heures pareil. Là, on avait quand même fait au-dessus de 24 heures de course cette journée-là. Puis je m'étais réinscrit les années suivantes, là, avec... Thomas Duhamel, je me rappelle la deuxième année avec Thomas, on était les deux restants sur le parcours, une journée très, très, très froide, là. On était gelés, il faisait froid, puis moi, je me suis perdu sur le retour de la deuxième boucle à la rivière des Émeraudes. J'ai fait une boucle de 10 km. J'ai entendu la rivière. J'ai dit, OK, j'arrive au point de contrôle. J'ai vu un flag de l'autre côté, mais c'était un flag pour le retour. Fait que je suis retourné sur la route du retour pour m'apercevoir que j'avais passé là. Puis revenir. J'ai fait une boucle de 10 km. Ouais. Pour revenir, passer pour aller à la plage du Pêcheur de nuit à marée haute. Ça se faisait pas, Yannick. Je pouvais pas passer là, ça pouvait pas. C'était Jean-François, à partir de cette année-là, il a compris qu'on peut plus passer la nuit à marée haute, là. Mais maintenant, l'aller-retour aller se fait, mais quand t'arrives à cette pointe-là, tu te rends pas. Arrête au camp de base, arrête au camp de base. Si cette année-là, on aurait arrêté à camp de base, j'aurais pu repartir. Ouais. Mais là, j'ai dit non. J'ai vraiment eu peur à ma vie. 3 fois à portion qui n'a pas de sens. Non, ça faisait pas, là. Ça fait que là, cette année-là, Thomas a réussi, mais tu sais, Thomas, c'était une jeunesse à l'époque aussi. C'était tout qu'un athlète. Il avait réussi à passer là, lui. Puis je sais pas comment, là, tu sais. Moi, il y a des grandes jambes, fait que peut-être que la marée haute, il l'avait à la taille au lieu d'avoir la poitrine. Moi, j'entendais les vagues frapper les roches sans rien voir, là. C'était brumeux. Ma lampe frontale faisait en sorte que je voyais rien. C'est pas une labrine. J'entendais les vagues. J'ai dit non, je peux pas. Je pas là. Je peux pas aller là. Fait que ma course est terminée, là, avec un détour de plus de 10 km, puis tout. Heureusement, Jean-François a compris que l'année suivante, on pouvait arrêter. L'année suivante, je dirais, encore engagé aux 160 km. L'année que je m'étais bien préparé, ma fille Juliane m'avait conçu un plan d'entraînement de retraité. Là, ma première année de retraite en plus, ma conjointe est encore au travail. Donc, Yannick, je m'étais fait un genre de plan d'entraînement pour retraiter. Là, j'avais du temps, j'avais suivi ça à la lettre. La semaine avant la course, mon père est décédé. Okay. Donc, la fameuse courbe physique et la courbe émotionnelle. Mm-hmm. Pour optimiser la performance, il faut que ces deux courbes-là soient assez proches. Ouais. Lorsque la courbe émotionnelle est trop distancée de la courbe physique, même bien entraîné, j'avais pas le cœur, pas du tout le cœur à me lancer dans cette épreuve. Pour de la longue endurance, ça prend tout le cœur et la tête. Toute la tête. Donc, j'étais là pareil. J'ai parti, au départ, j'ai fait la première boucle, puis après, j'ai dit à Jean-François, je suis vidé. Un peu triste de cette
cette année-là parce que c'était l'année où j'étais le mieux préparé pour le faire. Puis les années suivantes, après, je me suis engagé plus dans les courses, le transpercé, le 57 km que j'ai fait à répétition depuis, là. Par contre, je me suis pas représenté sur les allers-retours du 100 000. Ouais. Mais il reste que je suis un des rares, je pense, participants à avoir fait des distances d'ultra au Gaspésia. Là, puis il y a même une année, la première année, sans que ce soit un 160 km ferme, là, parce qu'on s'est tous mêlés dans le parcours, mais la semaine suivante, il y avait le 160 km en vélo de montagne que j'ai fait. Fait que j'étais un des seuls participants à avoir fait à la fois le 160 à la course et le 160 en vélo de montagne. C'est près l'un de l'autre, parce qu'après ça a été à deux moments différents dans l'année. Puis ça, c'était une belle fierté. J'étais content d'avoir réalisé ça, ce qui démontre aussi la polyvalence que j'ai dans le sport. Tu sais, je suis pas concentré juste dans le sport qui est la course. Je peux faire aussi du vélo, je peux le reproduire aussi longtemps. Là, tu sais, parce que tu sais, 160 km en vélo de montagne, c'est quand même du sport. C'est pas de doute là-dessus. Exigeant. Puis surtout les parcours en Jean-François où faut monter des côtes avec le vélo sur l'épaule. Ouais. En traction avec la corde de l'autre main, tu sais. Mais tu sais, c'est Jean-François, c'est le charme de la Gaspésie aussi. Ouais. Cette épreuve-là, sans que ce soit des dénivelés importants, reste que c'est une course qui est très difficile par son climat, par la surface. C'est une espèce de terre rouge qui colle au crampon. Ouais. Puis quand c'est très humide, ben cette terre-là est difficile. Il y a des faux mouvements qui se font, peut étirer un muscle, il y a des petites douleurs qui glissent, par glissement, des douleurs qui se génèrent à force de courir. Ce qui amène la difficulté de la Gaspésie, c'est la surface. On court aussi sur la plage, là, tu sais, on n'est pas tout le temps bien entraîné à ça. Sur les roches aussi, sur un chemin de fer. Chemin de fer, on l'oublie, cette partie-là aussi. Sur là. asphalte, par portion aussi. Oui, aussi. Donc, tu sais, j'en fais un peu de tout, ça amène la difficulté. Il y a un taux de réussite qui est quand même assez faible, Jean-François, dans ces ultramarathons. Ben, pour toutes les raisons que tu viens de donner, puis celles qu'on a décrites dans le panel avec Thomas, Anne, Hélène et René, tu sais, il y a beaucoup de facteurs de difficulté qui vont au-delà des chiffres sur le papier, qui fait que Jeff le racontait, Jeff Tapp, que quand il a annoncé un 100 000 à moins de 3000 mètres de dénivelé ou moins de 4000 mètres, ça riait les gens. Ouais. C'est un vrai 100 000, avec autant peu de dénivelé. Je pense qu'il n'y a plus personne maintenant qui remet en doute ça devient la difficulté de ce parcours-là. Ouais. C'est le défi des ultra-trails maintenant, les coureurs d'ultra-trails d'aller compléter ce 100 000-là. Là, ça fait partie, c'est comme un mythe, là, maintenant, il faut le faire. Là. Mais là, maintenant, pour le 10e, je inscris aux 57 km. C'est une journée de travail quand même. C'est entre 7 pour moi, c'est pas entre 7 et 8 heures. Je trouve ça raisonnable. Ça me permet de faire des choses que j'aime. Il y a une année, là, tu sais, c'est curieux, tu sais, je cours avec un grand gaillard, un grand garçon dans la trentaine. Je lui ai dit, écoute, j'ai mes limites en trail, tu peux pas te fier sur moi, là, tu peux faire ta course, là, moi je fais mes affaires. Il dit non, j'aime ça, je suis bien avec toi. Là, je pose des questions, qu'est-ce qu'un grand garçon comme toi, qu'est-ce qui t'a amené dans l'ultra trail bâti, là? Ben, il me répond, il dit, j'ai joué au football pour professionnel pour les Alouettes, là, tu sais. Ah ouais? Fait que c'est des rencontres qu'on fait en ultra trail pour le rencontrer après la course au Pit Caribou avec la bière pour que ce grand gaillard-là, Gabriel, j'ai oublié son nom de famille, il jouait pour les Alouettes de Montréal, ce grand gaillard-là qui vient me prendre dans ses bras puis me serrer pour me remercier. Guy, tu m'as tiré, tu m'as aidé dans ma course, puis c'est ces rencontres-là qui est merveilleux. Puis le fait de courir du 57 km, c'est la course finie. Mm-hmm. Tu peux profiter de ces bons moments-là avec des gens que tu as côtoyés en course. Tu retrouves ta famille. Tu as du temps pour vivre d'autres choses aussi dans cette grosse bulle-là événementielle. Fait que ça amène un charme aussi. C'est ce qui m'attire maintenant de courir moins long. Je suis plus reposé aussi après pour faire d'autres choses, pour continuer d'autres activités. Donc, la formule, moi, du 57 km, là, du 100 km et moins, là,
à l'âge que je suis rendu, me satisfait. Ben, c'est extrêmement bon, puis tu le disais tantôt, le but c'est de faire ça jusqu'à tes 80 ans, puis si c'est de faire des 54 au lieu de des 100 000, je pense que c'est très très louable, puis de toute façon, c'est quand même bien 57 km dans des sentiers gaspésiens, c'est énorme comme accomplissement, puis il y a pas grand monde qui peuvent espérer réussir ça, puis tu le fais, je trouve ça beau. Fait qu'on va se voir cette année à Percé. Tu vas être là aussi? Ouais. Dans quelle distance? Pas manqué. Je fais le transpercé 100. Ah oui. Ouais, mais j'ai fait le 100 kilos d'une traite. Puis j'avais le goût d'un week-end choc en prévision d'un projet plus tard. Puis je me suis dit, ben là, transpercer 100, c'est pour les raisons que tu viens d'énumérer. Quand j'ai fait le 100 km, j'étais là avec ma blonde puis son père, puis j'en avais profité, mais ça reste que t'es 18 heures sur le parcours, puis le lendemain, t'es magané. Là, je vais être là avec ma blonde, mon gars, ma mère. On va être là pendant 4 jours à Percé. Le transpercé fait que je vais profiter en masse des parcours, en masse de la communauté, en masse de l'événement, en masse de ma famille, parce que je serai pas en nuit blanche quelque part dans le Mont-Saint-Anne de Gaspésien. La stratégie d'une course par étape, tu la connais, Yannick? Non, je suis ouvert à t'entendre parce que je vais même enregistrer un épisode sur ce premier transpercé-là, ma première course par étape. Ouais, la première journée, la première distance, tu y vas au bout. Ouais. La deuxième, easy. Puis la troisième, tu fais avec ce qui reste. J'adore. Ben, c'est sûr qu'un 12 kilos pour commencer, on peut y aller au bout puis s'amuser. Surtout s'il fait beau, c'est là le bonne aventure. Mais après ça, OK, j'aime ça. C'est assez particulier à courir à l'île. Ouais. Je sais pas si tu l'as déjà fait. En fait, j'étais inscrit, puis c'était une année où la température était tellement mauvaise, 2019, oui, je me rappelle, qu'ils nous ont remplacé ça à quelques heures près par un genre de 10 km sur la plage, qui était pas plus fun dans le sens où c'était rough. Ouais, je me rappelle cette année-là, j'étais là aussi. Ouais. Je dirais que c'est unique courir sur l'île de Bonaventure. C'est un gros coup que Jean-François a réussi d'amener des coureurs sur l'île Bonaventure. C'est unique au monde. Là. C'est unique au monde. Puis de le faire là, tu peux pas aller courir sur l'île Bonaventure le reste de l'année. C'est là que ça se passe, c'est un espace. Mais c'est ça, tu sais, on a beaucoup de courses dans des parcs nationaux, puis c'est une chance d'avoir la CEPAC qui accepte avec sûrement un cahier rempli de contraintes, puis c'est normal, mais c'est des espaces protégés auxquels on a accès. Mais là, Jeff Tapp, c'est des espaces protégés par l'UNESCO, hein, c'est pas rien. Mais Jeff, c'est un ambassadeur exceptionnel pour sa région. Je pense que c'est un gars qui réussit c'est un excellent leader. Là. Quand il part sur un projet puis qui mène sa gang, tout le monde embarque. Après ça, tu vas rencontrer l'équipe de l'UNESCO. Je sais pas qui a parlé à l'UNESCO, mais quand tu présentes ton projet, je suis sûr qu'il a été très bon pour les embarquer là-dedans aussi. Là. Avec Jean-François, j'ai quand même travaillé là sur son conseil d'administration bénévolement là, quelques années. C'est sûr que mon statut là d'élu au niveau d'un conseil municipal à Lac-Beauport m'obligeait de déclarer tous mes intérêts, mes engagements, puis même dans les OBNL, même si c'est des engagements bénévoles. Puis je voulais pas, tu sais, mélanger la vie politique puis mon engagement, ces trucs-là. Fait que c'est comme ça que j'ai arrêté de participer bénévolement dans son organisation. Mais même en étant à Québec, j'ai contribué quand même à cet événement-là, là, bénévolement avec Jean-François. Je me rappelle une année, là, j'avais été faire du bénévolat pour sa course de vélo de montagne en l'automne. J'ai quand même beaucoup aidé là, Jean-François là, en tant que participant, le premier, la première édition, mais aussi en tant que bénévole dans cet événement-là. Mais c'est toujours en raison de mon attachement là. J'ai quand même 2 Gaspésiens dans ma vie. Ben oui, c'est ça. Donc, j'ai un attachement avec cette région-là qui m'a donné la chance de mon premier vrai travail. Ah oui. Puis la beauté aussi, la Gaspésie. Tu sais, écoute, Yannick, la Gaspésie serait à 3 heures de route de Québec, ça se remplirait toutes les fins de semaine. Là, ça n'aurait pas de sens. Ça serait pas de sens. C'est trop beau pour être vrai. Ouais. Fait que là, c'est sûr que la distance fait en sorte que c'est plus restreint en termes d'achalandage, mais c'est tellement beau. Mais ça rend chaque visite spéciale. Ouais, exact. C'est plus loin, c'est pas aussi accessible, mais quand tu y vas pour vrai. Puis je pense que c'est le succès aussi de ces courses par étapes, c'est que t'as des coureurs qui partent de partout au Québec, de partout dans les maritimes pour converger vers Percé pendant une fin de semaine. Ben, tant qu'à faire 8 heures d'auto, aussi bien rentabiliser ça puis faire 2-3 étapes d'une course par étape puis faire du bénévolat. Puis mais moi, je pense que les courses par étapes, Annick, ça va être l'avenir du trail.
Parce que les 160 km, t'es 30 heures dans les pistes. C'est long, là. Puis, autant pour ta famille, les amis qui veulent te suivre là-dedans, t'encourager, c'est interminable. La beauté des courses par étapes, la journée se termine, tu prends une douche, tu t'alimentes, tu peux dormir, te reposer, tu repars le lendemain, tu fais tes trucs. Ça reste quand même très difficile, là. Tu vas voir que courir le 30 km du TP100 après le 57 de la veille, c'est pas une mince tâche. Surtout dans les parcours à Jean-François, là, c'est pas une mince tâche. Fait que, tu sais, c'est des gros défis. Mais je pense, en tout cas, l'avenir va nous le dire, là, mais je pense que les courses par étapes vont prendre du galon. Ouais. Ben, des échos que j'ai entendus de d'autres événements, je serais pas surpris, on les voit, tu sais. Il y a des gens qui se sont fait des courses par étapes eux-mêmes. La première année qu'Arikana a eu 2,42. Puis tu peux faire des combos toi-même maintenant avec Arikana. T'es rendu qu'il y a un 60 le vendredi. C'est quand même une longue distance pour une première étape, mais le samedi, le dimanche, après ça, on en a vu sur d'autres événements aussi. À l'île aux coudes, l'échappée. Maintenant, t'as des combos course sur route, course sur trail. Je sais qu'à l'UTFS, il y a des combos, je pense aussi. C'est pas nécessairement officiel, tu t'inscris, mais tu peux t'inscrire pour 2 épreuves puis te faire ton propre week-end choc, mais il y a un intérêt pour ça, puis ça rend ces longues distances-là accessibles à un plus grand nombre aussi, parce que faire 100 km en 3 jours, c'est immense comme accomplissement, mais tu l'as dit, t'as des ingrédients de plus que de le faire d'une shot, tu sais. T'as une nuit de sommeil, t'as des repas qui ont de l'allure, t'as le temps de digérer tes repas, tu sais, veux pas s'alimenter, c'est un enjeu entre elles, mais je pense que t'as raison. On ressortira cette cote-là dans 5 ans. On va ressortir, ça sera rendu ça partout, puis on dira Jeff a été visionnaire, puis Guy aussi. Ouais. Mais je suis content de retourner cette année en Gaspésie encore là, pour Jean-François. Là, c'est un moteur aussi, c'est un moteur économique pour la Gaspésie aussi, amener tout ce monde-là là-bas. Des milliers de personnes, là. Coureurs et familles et amis, tous les bénévoles et tout ce qui se pointe là, ça Percé vit cette fin de semaine-là qu'il y a pour le Gaspésien. Là. Absolument. Puis, tu sais, moi, j'étais quand même 11 ans à vivre en Gaspésie. Ça n'existait pas encore, cet événement-là. Ça avait eu lieu, j'aurais tout fait aussi. Ben là, tu sais. Puis là, ça m'oblige de retourner. Là. À chaque année, là c'est le 10e. Je sais pas si la santé va nous permettre encore de les faire encore longtemps. Mais c'est sûr que ça faisait partie de mes priorités cette année d'être là pour le 10e anniversaire. Il y a l'année COVID qui a été un petit peu exceptionnelle. Là, il n'y a pas eu d'événement. On le faisait à distance. Il y avait des... ouais, c'est ça. Mais toutes les vraies éditions présentielles, je les ai pas manquées. Guy, ça a été un grand plaisir d'explorer une foule de sujets. Certains que j'ai abordés à plusieurs reprises. Le Gaspésia, c'est rendu un sujet récurrent sur le podcast, mais l'ultra sur route, les raids d'aventure, tout ça, c'était extrêmement intéressant. Je termine toujours mes épisodes avec les questions éclair NAC. On met un peu de compétition dans tout ça. C'est 10 questions auxquelles il faut répondre le plus rapidement possible. Je sors mon chrono. Je rappelle que j'ai fait table rase en début d'année quand j'ai reçu Bruno Blanchette. Je me suis dit c'est un jalon dans une vie de podcast de recevoir ce gars-là, ce personnage-là, ce coureur-là. On remet les compteurs à zéro. Ça faisait 220 épisodes que je cumulais des records de vitesse pour ces questions éclairs-là. J'ai recommencé. Maintenant, dans la catégorie en personne, comme c'est ton cas en ce moment, le record est 10 secondes pour 10 questions. C'est très rapide. Une seconde. Une seconde par réponse, par question. Pardon. Et boys. Mais t'es pas obligé de te coller sur le record. On est là pour avoir du fun, puis je te mets des trucs en opposition qu'il faut que tu répondes le plus rapidement possible. Tu me dis quand t'es prêt? Oui. Route ou trail? Route. Des plus ou des moins? Des plus. Roche ou racine? Racine. Neige ou bouette? Neige. Question NAC, érable ou chocolat? Chocolat. Patin ou ski? Patin. Café ou thé? Café. Vélo ou natation? Vélo. Percé ou coin du banc? Coin du banc. Raid ou ultra trail? Ultra trail. 22 secondes. C'est pas le record, mais t'as pris le temps de répondre, j'ai adoré. T'as pris le temps de réfléchir aux réponses. Oui. Ultra trail, raid, c'était-tu difficile celle-là? Ben, l'ultra trail, puis le raid d'aventure, parce que le raid d'aventure, c'est un autre patente, un peu comme le triathlon. Ouais. C'est une patente qui demande trop. Mais quand t'as du multisport, c'est du multi-entraînement. Hein? C'est de l'équipement, puis on brise notre équipement là-dedans. Là. On déchire les vêtements, puis on brise, tu sais. Puis c'est interminable. Ouais. J'étais tout le temps rendu dans la boutique de plein air, acheter une pièce d'équipement, remplacer de quoi, réparer. Puis
Puis tu sais, moi, j'étais un salarié, là. Je travaillais pour la santé publique. J'avais 2 enfants. Mes enfants ont fait de la musique, ont fait du sport, étaient à l'école. Payé, là. Ouais, j'ai payé acheter des piolets, puis... Tu dis, à un moment donné, il faut choisir là, nos batailles. Puis, tu sais, la beauté de la course à pied, là, c'est pas un sport qui est dispendieux. Hein. Puis 5 km, là. Tu sais, il y a des midis, j'allais courir 5 km à l'heure du midi. Mais j'arrivais le soir à la maison, là, disposé, là. Ben oui. Qu'est-ce qu'on fait, les enfants? Puis on est disponible, tu sais. Ah oui. Mais difficile à reproduire dans d'autres sports. Le vélo demande beaucoup plus de temps. Ah oui, pour des résultats similaires, dans le sens que c'est 1 heure de course, là, t'as le temps de te torcher comme il faut, tu sais. Puis le ski de fond, c'est un sport qui demande, c'est énergivore parce qu'il y a l'entretien. La préparation. Ouais. L'entretien, tout ça. Malgré du ski de fond, j'en ai fait beaucoup. Ouais. Dans les années, Colin, 70, ça nous rajeunit pas, là. Le skate n'était pas arrivé encore, là. C'était du classique, là. Les entraîneurs, là, comme je te dis, qui étaient ignorants, là, ils nous faisaient faire des kids, là, 15-16 ans, là, du 60-70 km par jour, le samedi dimanche. My God! On sortait des fins de semaine avec un 100, 140, 150 km de ski de fond, dans des tracts. Peut-être écœuré, tu penses? 2 fois par jour. On ski le matin, on ski l'après-midi, samedi, dimanche. My God. Puis, il était un temps. Non, quand le skate est arrivé, le ski skate, là, j'ai serré, j'ai pris le ski. J'ai 30 ans sans retoucher à ça, là. C'est vrai? Ouais. Le ski classique, j'ai pas retouché à ça avant longtemps. Une écœurite? Ah oui. Ouais. On ne va plus voir une trace de ski de fond, là, tu sais. J'ai repris ça par après. Puis quand je te dis de la conciliation travail-famille, c'est que ma conjointe, c'est une skieuse alpin. OK. Donc, maintenant, j'ai remplacé le ski de fond par le ski alpin. Puis là, la beauté, maintenant, on a le ski aux troutes, on peut mettre les poids de fois, qu'on peut faire un peu d'exercice. Mais c'est le sport que je fais avec ma conjointe. C'est important, ça aussi, là. Ouais. Ben oui, c'est important, c'est sûr. Ouais, c'est important. Ouais, d'avoir des activités communes. Connectées. Tu sais, les gens me demandaient, là, le micro est fermé, là? Non, continue. On est enregistré? Ben oui. OK. Les gens me demandaient, c'est quoi le secret de plus de 35 ans de vie commune? Ouais. Là? Ben, c'est d'avoir une communauté d'intérêt. Mm-hmm. Parce que, tu sais, quand t'as des jeunes enfants, ben, tout ton intérêt est là. T'es un bébé d'1 mois, 2 mois, 3, ça grandit, puis les parents, on est parents les deux, puis c'est... Mais là, les enfants grandissent, deviennent adolescents. Puis les enfants, ben c'est un peu ingrat, tu vas voir que ils ont moins besoin des parents rendus là, puis ils font leur truc eux autres. On n'est jamais loin, mais ils ont leur truc. Fait que si tu trouves pas un intérêt qui est commun avec entre conjoints, ben tu peux te perdre là. Ben, c'est ça. Parce que là, t'avais les enfants c'est moins. Ils sont toujours là, mais on pourrait faire autre chose là. Ah ouais. Fait que ma conjointe et moi, c'est là qu'on a trouvé des intérêts communs comme le ski alpin ou d'autres activités où on se retrouve les deux ensemble. Ouais. Parce que ma conjointe ne fait pas de course à pied, mais elle m'a supporté. Marlène, elle était dans tous mes événements depuis 35 ans. Ça fait que là, ce serait à mon tour, là, tu sais, pour les 30 prochaines années, de faire les choses qui lui plaisent à elle aussi. On vous le souhaite, ces 30 prochaines années-là, où c'est toi qui vas promener, je sais pas si ça sera de ravito en ravito, mais non, je vous le souhaite. C'est beau, 35 ans. Félicitations, vous deux. Ouais. J'ai le goût de te conclure sur une question très philosophique. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais là, je me dis, tu t'es décrit de pionnier, de vieux loup. T'as des milliers d'oreilles qui t'écoutent en ce moment, qui sont peut-être des gens qui font clairement pas ce sport-là depuis aussi longtemps. Certains commencent, certains font ça depuis quelques années. La plupart, je suppose, j'ose espérer, se plaît, sont passionnés de ce sport-là. C'est quoi ton message pour la communauté trail, les gens qui écoutent, qui sont des pratiquants de ce sport-là, de tout niveau? Ah ben moi, regarde, je reviens avec l'amour. Faut faire ça parce qu'on aime ça. Faut évacuer tout l'aspect obligation. Tu sais, on fait de la course à pied parce qu'on aime. On fait du sport parce qu'on aime. Puis toujours avoir en tête qu'on fait ça pour notre santé. C'est la parfaite conclusion. Merci beaucoup, Guy, de ton temps ce soir. Ça a été une discussion extrêmement intéressante.
Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire principal du podcast, Noctem qui nous a offert d'excellentes bières ce soir. T'as aimé ta bière? Oui, très bon. Ouais. Je suis content. La Nano IPA, on la recommande. Oui. Surveillez-la, c'est celle qui a une petite icône de course à pied. Petit running, Ouais. l'espadrille dessus, 130 calories, puis ça goûte. Ouais, c'est ça la beauté. Maintenant, les Nano IPA, moi, c'est ce que j'adore des Nano IPA, c'est que tu peux avoir le goût de ce qu'on aime d'une IPA sans avoir les 7% d'alcool, puis peu importe. Fait que c'est un beau compromis. Je remercie aussi Mox Mocktail pour les fois où on décide d'y aller plus sagement que ce soir avec des mocktails. Et Café Charlevoix qui me supporte aussi. Donc, je les remercie tous. Merci à toi, Guy. Ça a été une magnifique discussion. On aurait pu faire 4 heures. Ça sera peut-être une première partie de plusieurs, mais merci beaucoup de ton temps ce soir. OK. C'est moi qui te remercie, Yannick. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine ou à la prochaine. On sait pas encore, ça sera quand le prochain épisode. Pour le prochain, de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.